Bien, donc moi aussi, je tenais bien sûr à remercier la médiathèque de Roubaix qui à nouveau nous accueille pour une rencontre dont on savait qu'elle serait à propos, mais on ne pensait évidemment pas, quand on l'a montée, qu'elle serait à propos à ce point. Cette rencontre, elle s'inscrit dans un cycle que Cité Philo a voulu consacrer à la tentative pour penser les attentats de janvier 2015, un cycle qui s'appelle Comprendre, qui a été élaboré par Alain Lhomme et qui s'achève aujourd'hui avec cette rencontre. Et ce que nous avons essayé de faire dans ce cycle, c'est de surmonter l'émotion qui est légitime, de surmonter aussi la difficulté, la résistance à penser des événements qui nous apparaissent comme ça, comme absurdes, parce qu'ils sont d'une très grande violence, parce qu'ils sont extrêmement soudains, que c'est l'irruption d'une réalité tout à fait sordide. Mais nous avons fait le pari que ces événements, pour absurdes et tragiques qu'ils soient, n'étaient pas dénués d'intelligibilité. Et donc on a essayé d'inviter un certain nombre de penseurs pour nous donner des clés, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui n'a pas cessé de se passer, puisque bien sûr il y a eu les attentats de janvier 2015 en France, mais chaque mois a apporté son lot d'attentats en Tunisie, au Liban, au Nigeria, etc. Donc il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de suspension, même si nous, Français, nous étions peut-être moins au cœur des choses. Et puis jusqu'aux événements du week-end dernier qui nous ont à nouveau replongés dans l'émotion, dans la torpeur, dans l'ahurissement, et qui rendent plus que jamais nécessaire cet effort de compréhension, parce qu'il y a des faits, parce qu'il y a des dimensions historiques, parce qu'il y a des éléments qui permettent de faire émerger des éléments de compréhension, même s'ils sont, pour nous, déplaisants. Et donc, j'ai voulu inviter Fred Pochet pour parler d'un penseur qui me semble extrêmement éclairant sur cette actualité, qui est ce grand intellectuel palestinien décédé il y a quelques années, Edouard Saïd. Edouard Saïd, qui est un penseur absolument considérable, dont l'œuvre est très importante, dont l'œuvre est d'ailleurs aux sources d'un certain nombre de travaux des intellectuels qu'on a pu entendre dans le cycle de Comprendre, mais qui, pour des raisons assez obscures, est très mal connu en France. Il est un peu plus connu quand même aux États-Unis, mais très, très mal connu en France. Et donc, heureusement que Fred Pochet, il y a 2 ans, a consacré une monographie à cet auteur qui nous permet vraiment d'entrer dans la pensée d'Edouard Saïd. Donc le livre s'intitule Edouard Saïd, l'humaniste radical. Et vous allez voir qu'un certain nombre de concepts et d'analyses que Saïd a développés nous donnent vraiment des clés de compréhension des réalités que nous subissons ces derniers temps. Alors, Fred Pochet, merci d'avoir accepté de venir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment vous en êtes venu, par votre itinéraire philosophique, à vous intéresser à ce penseur qui, encore une fois, est très présent au niveau international, mais peu connu en France. Comment est-ce que vous en êtes venu à développer un intérêt pour Saïd et à rédiger ce livre ? Bonjour. Alors, on va d'abord faire marcher le micro. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ça fonctionne ? Oui ? C'est toujours l'essai des micros dans un premier temps pour au moins qu'on puisse s'entendre dans les différents sens du terme. Donc merci de m'accueillir dans votre ville. Alors pour votre première question, je voudrais faire peut-être un petit détour par mes propres recherches et notamment, je dirais, voici quelques années, je me suis intéressé au problème des exclus de la parole. J'étais dans cette période-là, j'avais fait le choix de vivre dans un quartier populaire, j'ai vécu une dizaine d'années, un quartier qui était, qui se caractérisait par 60% de personnes d'origine étrangère. Et dans ce quartier-là, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient je vais utiliser un terme grec, ce que Aristote, philosophe de l'Antiquité, appelait les anologous, c'est-à-dire les sans-paroles. Les sans-paroles, ça ne voulait pas dire ceux qui étaient muets, mais à l'époque, c'était les esclaves, c'était les femmes, c'était les métèques, etc. Et il m'a semblé, dans le quartier qui était le mien, qu'un certain nombre de personnes étaient les anologous de notre société, c'est-à-dire qu'ils étaient dans
ils vivaient dans la cité, mais n'avaient pas la parole. Ils n'étaient finalement que des citoyens, entre guillemets, de seconde zone. Donc je suis parti de cette question-là, une question, on pourrait dire, de terrain. Je venais des sciences du langage. Au départ, je m'étais plutôt posé la question du rapport entre langage et réalité. Et très rapidement, je me suis dit, mais il y a des sujets parlants qui ne participent pas à l'espace public, et c'est un problème. Donc j'ai travaillé cette question-là. Et assez rapidement, je me suis centré sur le problème de la parole. Et l'importance de développer des espaces de parole, ce que j'appelle des espaces vécus, à savoir qu'il me semblait nécessaire, je vais être un tout petit peu long au départ et puis après on pourra, mais pour vous situer comment on en arrive à travailler sur un auteur comme Edward Said. Et donc il me semblait important d'essayer de penser l'articulation entre l'espace intime, l'espace interpersonnel et l'espace vécu, avec cette conviction que c'est en s'appuyant sur ces trois pôles qu'on permet à une personne de trouver sa place dans la société et de s'épanouir d'une certaine manière. Donc l'espace intime, c'est les relations soit avec le conjoint, soit avec des amis. L'espace interpersonnel, c'est le rapport avec des collègues de travail quand on a du travail ou les voisins. Et l'espace social, c'est le rapport à la citoyenneté, le fait de prendre sa place dans l'espace social. Donc au départ, c'était une question qui était centrée vraiment sur la parole, qui était focalisée sur la parole. Et puis progressivement, je me suis aperçu que ce que j'étais en train de faire, c'était de la philosophie sociale, qui vient, je dirais, on pourrait dire de type comme Rousseau, mais après qui s'est développé en Allemagne avec, dans les années 30 avec ce qu'on appelle l'école de Francfort. Et le travail de la philosophie sociale, c'est une philosophie qui repart de ce qui mutile ou aliène l'homme et qui essaie de comprendre ce qui empêche les individus de s'épanouir, de trouver leur place dans la société, de trouver leur place dans la vie tout simplement, dans la vie sociale. Et donc progressivement, j'ai orienté ma recherche vers cette dimension-là avec deux points d'intérêt. D'abord, la question de diagnostiquer le présent, la formule est du philosophe Michel Foucault, diagnostiquer le présent, c'est-à-dire essayer de comprendre le monde dans lequel nous sommes, la société dans laquelle nous sommes. Et puis la deuxième dimension, c'est faire émerger ce qu'on appelle les pathologies du social, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas dans la société, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui fait que des gens, des individus peuvent être en souffrance, en difficulté, peuvent se sentir parfois méprisés, voire humiliés. Donc en continuant cette réflexion-là, je me suis aperçu que j'avais beaucoup travaillé la question de la parole quand j'évoquais la notion d'espace social, l'importance d'espace de parole, mais j'oubliais le mot espace. Et donc j'ai travaillé sur l'espace et je me suis aperçu qu'il y avait actuellement alors on y reverra peut-être dans l'échange, une distorsion entre l'espace et le lieu, notamment avec tout le principe de déterritorialisation qui est lié au numérique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans le tram et puis ne plus être en communication avec les autres parce qu'on se déterritorialise. C'est-à-dire, au fond, on va communiquer avec des gens qui sont loin, avec des proches, mais qui sont loin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai travaillé aussi là-dessus parce que je pense qu'il y avait un problème au niveau de la citoyenneté qui naît de cette arrivée du numérique. Et puis, progressivement, j'ai continué autour des questions de la plainte, puisque des élus politiques, des acteurs associatifs me disaient est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur cette question-là, puisque nous on a dans nos permanences, on a dans nos associations des gens qui viennent et puis qui sont en souffrance et qui se plaignent. Qu'est-ce qu'on fait de cette plainte? Donc j'ai travaillé un peu sur cette notion-là. Et puis j'étais vraiment centré sur les questions sociales, la souffrance sociale, le lien social, le vivre ensemble, etc. Et puis il y a eu 2005. Et en 2005, comme vous le savez, il y a eu des révoltes, je ne sais pas comment on peut dire, des émeutes, des révoltes, ça dépend qui parle de cette réalité, mais en tous les cas, il y a eu un malaise qui s'exprimait avec violence dans les cités populaires, et ayant gardé des solidarités, par le milieu, notamment le milieu associatif, je suis allé écouter et j'ai lu beaucoup de choses sur ces questions-là. Et là, j'ai progressivement réorienté mon curseur, si je puis dire. Je me suis aperçu que derrière la souffrance sociale, il y avait aussi une souffrance culturelle, d'une certaine manière,
qu'il y avait des problèmes du côté des personnes héritières de l'immigration, des jeunes qui venaient d'une autre culture, au moins leurs parents ou leurs grands-parents, et qui manifestaient une souffrance, soit en disant nous sommes en quelque sorte les petits-enfants de ceux qui ont subi l'esclavage, soit nous sommes les petits-enfants ou les enfants de ceux qui ont été colonisés et puis après qui sont venus en France pour travailler, mais parfois en vivant ce travail sous la forme d'une humiliation. Et n'ayant rien dit, parce qu'il y a aussi la question du silence de ceux qui ont vécu qui sont venus travailler en France et puis qui n'ont rien dit d'une certaine forme d'humiliation qu'ils ont vécue, n'ont rien transmis à leur génération. Donc il y avait ce non-dit. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler notamment j'ai animé des séminaires avec mes étudiants de master, d'une part sur la question des mémoires blessées. Je me suis dit, il y a quelque chose à travailler là-dessus, parce que ce que j'entendais des jeunes, alors vous allez voir qu'on va arriver à Édouard Saïd, ce que j'entendais des jeunes qui s'exprimaient, c'était soit ce trop de mémoire qui empêchait de vivre, soit cette absence de mémoire, mais il y avait quelque chose de l'ordre des mémoires blessées. C'était intéressant parce que dans le groupe qui était une douzaine d'étudiants en séminaire, on se met en cercle, il y avait des gens qui venaient d'Afrique, il y en a qui venaient du Vietnam, il y avait différentes cultures. Et tout le monde était concerné. Je me souviens même avoir fait venir une collègue coréenne qui a raconté aussi ce qu'il en était, notamment de la condition de la femme après la colonisation du Japon qu'ils avaient vécu. Donc il y avait vraiment un mélange culturel, et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. L'année d'après, j'organise un séminaire sur la question postcoloniale, parce que je chantais, et je reviendrai sur le postcolonial tout à l'heure, et je me suis aperçu que là aussi, il y avait toute une mine d'or, si je puis dire, en termes de réflexion sur cette dimension postcoloniale. J'ai travaillé sur des gens, alors je ne vais pas en citer trop, mais Frantz Fanon, Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty-Spivak, c'est un peu long comme nom, mais c'est une des grandes figures. Pour vous donner une idée, si vous connaissez un peu la philosophie, Gayatri Chakravorty-Spivak, c'est la philosophe qui a fait connaître Jacques Derrida aux États-Unis en faisant une des préfaces de son premier livre qui est paru en 67 et qui s'appelle De la grammatologie. Un nom un peu barbare, si je puis dire, mais quoi qu'il faut éviter ce genre de vocabulaire en ce moment. Mais en tous les cas, qui est un ouvrage de fond pour la philosophie et pour ce qui donnera après la réflexion de Jacques Derrida. Donc voilà, et je vous redonne la parole ensuite, ou je te redonne la parole, Sophie, dans cette réflexion-là, il ne s'agissait pas d'évacuer la question sociale, parce que je crois qu'elle demeure, la question sociale et la souffrance sociale qu'il peut y avoir, notamment dans un certain nombre de quartiers dits défavorisés, mais de prendre en compte aussi la dimension culturelle. Et aujourd'hui, je dirais peut-être, mais ça, on va un peu au-delà du livre, la question de genre aussi, comme disait quelqu'un, la prolétaire du prolétaire. Et donc, voilà, pour essayer de répondre à ta question, il y a cette question sociale qui a enclenché en quelque sorte le processus, et progressivement, en travaillant ces auteurs de la pensée postcoloniale, parce que je sentais bien que ça venait, il y a eu à un moment donné la période des indigènes de la République, donc où il y avait des questions qui étaient posées. Je ne dis pas que j'adhérais forcément à tout ce qui était dit, mais je veux dire, il y a quelque chose qu'il faut entendre de la société, que le républicanisme à la française n'entend peut-être pas. Et je suis allé sur ces auteurs-là. Et la caractéristique de ces différents auteurs, c'était qu'ils renvoyaient sans cesse à quelqu'un qui s'appelait Édouard Saïd, que je ne connaissais pas du tout, et c'est là que j'ai eu envie d'aller lire et de le travailler. C'est assez étonnant parce que dans l'itinéraire que tu viens de rappeler, et je te remercie, tu évoques comme l'une des pistes clés de ton travail l'idée d'essayer de comprendre comment un certain nombre de personnes peuvent parvenir ou ne pas parvenir justement à trouver leur place dans l'espace et notamment dans l'espace social. Et j'aime bien cette idée-là parce que Édouard Saïd est précisément quelqu'un que tu décris dès les premières pages et qui se décrit lui-même d'ailleurs comme un être out of place.
Donc, est-ce que tu peux nous redonner quelques éléments pour présenter cet intellectuel, Édouard Saïd, et expliquer ce qu'il veut dire par cette quête de place, ce que signifie ce sentiment de ne pas être à sa place, et la manière dont ça s'inscrit dans la question sociale que tu viens d'évoquer? Oui. Alors, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur qu'est-ce qu'on entend par pensée postcoloniale, parce qu'évidemment, ça c'est quelque chose d'important. Édouard Saïd, donc, il est né en 1935. Il a... ce que j'ai envie de dire peut-être au préalable, c'est que, et on le disait tout à l'heure avant la conférence, c'est qu'il me semble qu'il peut parler à des jeunes, par exemple, issus de l'immigration. Mais à chacun d'entre nous, il peut parler sur la question de l'identité, du rapport à soi et aux autres. C'est pour ça que je crois que c'est un auteur tout à fait stimulant, pas simplement, je dirais, pour les intellectuels qui ont envie de découvrir la pensée de quelqu'un, mais parce que je crois qu'il dit quelque chose de notre rapport à l'identité, de notre rapport à l'autre. C'est pour ça que je trouve que c'est un auteur attachant et passionnant. Donc il est né en 1935, il a vécu entre Jérusalem et Le Caire. Il alternait, je dirais, de 35 à 48, à 1948. Il alternait. Ses parents, de par la profession de son père, il bougeait. Et à partir de 48, ils se sont maintenus au Caire. Et en 51, il est allé aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il s'est toujours senti un peu entre deux mondes, c'est-à-dire que sa langue, il était arabe, mais il parlait l'anglais. Il était dans un milieu plutôt de musulmans, il était de tradition chrétienne, mais protestante. Il sera athée lorsqu'il sera adulte, mais il est plutôt de cette tradition-là. Et voilà, il est toujours un peu entre deux mondes. Out of place, c'est une expression qu'on peut garder parce que ça a été traduit, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Out of Place, qui est un peu sa biographie ou son autobiographie, mais malheureusement, le livre a été traduit par Contrevoix. Ce qui est pas bon du tout, parce que out of place, ça dit bien cette difficulté qu'il a à se sentir un peu entre deux mondes, sans jamais, au moins jusqu'à très tard, arriver à faire la synthèse d'une certaine façon. Parce que il dit, mon nom était déjà cette tension à l'intérieur même de mon identité. Édouard, c'est une blague de mes parents, il dit d'une certaine façon, de m'appeler Édouard Saïd. Vous voyez, cette espèce de... Donc, d'une certaine façon, il y a du métissage à l'intérieur même de son identité. Mais ce métissage a été vécu difficilement au départ. Il a été en tension. Il dit qu'il a commencé à assumer ce métissage vers 50 ans. Et donc, il y a un sentiment d'exil, et cet exil, c'est justement, se rattache au fait de se sentir toujours un peu pas à sa place dans les villes où il était, dans les pays où il était. Et d'une certaine façon, alors je reviendrai peut-être sur après 67, où ça va bouger de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est, en lien avec ta question, c'est que quand il va commencer à penser positivement l'exil, parce que généralement, quand on dit exil, être exilé, ça a un côté négatif, ça dit quelque chose d'une nostalgie, ça dit quelque chose d'une souffrance. On n'est plus à l'endroit qui nous a vu naître et où on a les habitudes dans le rapport au corps, dans le rapport aux autres, dans les modes de représentation, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil, d'une certaine manière. Et lui, il va penser progressivement l'exil, et il y a un très bon livre qui s'appelle justement, qui est en lien avec la question de l'exil, et ces réflexions sur l'exil qui est ici, là, que j'ai vu, que je trouve remarquable, parce que l'exil, pour lui, devient, au contraire, presque une chance, comme une tension à l'intérieur de sa propre identité. Et l'image qu'il prend, c'est le contrepoint qu'on a en musique. Par exemple, vous écoutez de la musique de Bach, eh bien, vous avez à la fois une première mélodie, et il y a une deuxième mélodie en contrepoint dans Bach. Si on avait de la musique, là, on pourrait montrer, c'est flagrant chez Bach, mais c'est d'autres auteurs aussi. Donc, il y a une tension, une opposition. Eh bien, non seulement il va le penser pour l'identité, mais il va le penser dans le rapport au texte. C'est-à-dire que dans un certain nombre de textes, on pourra peut-être en parler, Camus, L'étranger de Camus ou d'autres ouvrages, il y a une tension entre ce qui est dit de l'auteur
je dirais, du point de vue de l'histoire qu'il veut raconter, mais aussi ce qui est peut-être impensé parfois de l'auteur et qui renvoie à l'histoire coloniale, par exemple. Il y a une tension entre les deux. Eh bien, lui, cette tension, il va la vivre comme étant quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est une richesse, d'une certaine façon, d'être un exilé, parce qu'on entend à double registre. On entend un premier registre qui est celui du citoyen classique, si je puis dire, et on entend un deuxième registre qui est celui de l'exilé, qui entend des choses peut-être de par sa langue, de par son histoire, et qui entend des choses et qui peut peut-être mieux comprendre certaines souffrances de l'autre. Donc là, il y a un travail sur l'identité à partir de l'exil qui me semble tout à fait intéressant et stimulant. Alors on reviendra sur cette méthode du contrepoint parce qu'elle est effectivement essentielle, mais pour rentrer un petit peu dans la pensée de Saïd, reprenons par son grand ouvrage qu'il a fait connaître et dont se réclame effectivement ce qu'on appelle les études postcoloniales. Cet ouvrage, c'est l'orientalisme. Et dans cet ouvrage, ce que Saïd montre, c'est que des concepts comme Occident et Orient ne correspondent pas à des essences stables, qui seraient figées, statiques, mais que ce sont en fait des constructions historiques, des constructions culturelles, et donc fortement imprégnées d'idéologie. L'Orient, dit-il, et c'est sa thèse évidemment énoncée de façon provocatrice, l'Orient a été créé par l'Occident. C'est ça la grande thèse de Saïd. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il faut entendre par cette thèse sur l'Orient comme invention occidentale? Oui. Alors, je fais un petit détour par la question postcoloniale, puisque tu as utilisé le terme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut entendre par pensée postcoloniale et en quoi, justement, ça va permettre de porter un autre regard sur l'Orient ou sur l'Occident avec justement ce danger de figer les cultures, de figer les endroits du monde, si je puis dire. Donc la pensée postcoloniale, ça commence on peut dire dans les années 70. Et au départ, quand on parle de pensée postcoloniale, vous voyez bien, ça arrive après la décolonisation. Donc c'est une approche de type historique. Une approche non idéologique qui fait simplement qu'on fait l'histoire, on rend compte de ce qui s'est passé et de ce qui se passe après la colonisation. Donc on pourrait plutôt situer ces auteurs-là du côté de l'histoire. 10 ans après, on a un bouleversement assez fort, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'intellectuels, donc on est en 80, et le livre L'orientalisme, c'est 78, me semble-t-il, dans la version anglaise. Et donc ce livre-là va être un moment de bascule dans les représentations et dans les recherches qui vont être proposées par des chercheurs. Ces chercheurs sont des intellectuels qui travaillent dans les différents pays au départ, qui sont issus de pays qui ont été colonisés. Et ils vont travailler dans les pays anglo-saxons par la suite, les universités anglaises ou américaines ou autres. Et ils vont, au contraire, cette fois-ci, travailler à une critique. Donc, un travail critique qui va se développer en plusieurs points. D'abord, une critique de la pensée et des savoirs occidentaux. La pensée et des savoirs occidentaux, avec l'idée d'une hégémonie, en quelque sorte, de la pensée occidentale, qui découpe la réalité, qui a une certaine manière d'appréhender la réalité, et qui s'approprie les savoirs. Là, on y reviendra parce que, justement, la naissance de l'ethnologie en même temps que le colonialisme et le terrain des ethnologues fait qu'il y a des choses à dire par rapport à ça. Alors, j'y reviendrai en lien avec ta question. Le deuxième point, c'est la valorisation des savoirs et des cultures des pays qui ont été colonisés. Alors mes collègues latino-américains utilisent quelquefois, parce qu'ils le disent aussi, j'étais au Mexique il n'y a pas longtemps, ils le disent aussi pour les minorités culturelles indiennes, etc. Enfin indiennes entre guillemets, parce que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et ils parlent de justice épistémologique. Et j'aime bien cette expression-là, épistémologie, c'est ce qui concerne la connaissance, au sens où il y a des savoirs qui parfois sont niés par les majoritaires, en quelque sorte, par ceux qui ont le pouvoir ou par ceux qui sont les plus nombreux, etc. Donc il y a une attention à ces cultures qui ont été minorées d'une certaine façon, mises de côté,
pas suffisamment mise en valeur et que ces intellectuels essaient de faire. Et le troisième pôle, donc la critique, je disais la critique de la pensée et du savoir occidentaux, le deuxième sur la prise en compte des savoirs et des cultures des pays qui avaient été colonisés et qui se sont décolonisés, et la troisième, c'est l'archéologie de la colonisation. Et le terme n'est pas neutre, puisque quand on dit archéologie, on y reviendra, c'est un terme qui est utilisé par un philosophe qui s'appelle Michel Foucault, qui va servir aussi un peu de modèle, au moins pendant un temps, dans les premiers temps, à Edward Said. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu le paradoxe, et en même temps c'est tout à fait intéressant, c'est que ces auteurs-là, qui sont très critiques, qui font une critique assez forte de la pensée occidentale et qu'on a, je dirais moi comme occidental, plutôt occidental, qu'on a à entendre, c'est la voix, et c'est la voix d'ailleurs d'une certaine façon. Je trouve qu'il y a quelque chose à entendre qui peuvent nous secouer, qui peuvent nous aider à sortir de notre ethnocentrisme, que je trouve tout à fait stimulant. Mais en même temps qu'ils font cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des philosophes européens ou occidentaux pour penser cette critique de l'Occident. Ça, c'est intéressant. Et ces penseurs-là sont des penseurs qu'on appelle post-structuralistes. Alors, je dis peut-être quelques points très rapidement sur qu'est-ce qu'on appelle penseurs post-structuralistes. Des gens comme Jacques Derrida, Michel Foucault que j'évoquais, ou alors Jean-François Lyotard, vous voyez peut-être des noms comme ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on pourra revenir dans la discussion si vous voulez pour préciser. Alors peut-être que les quelques points qui caractérisent cette pensée-là, c'est, premier élément, il y a une critique de l'universalisme, et notamment de ce qu'on pourrait appeler l'universalisme abstrait. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous connaissez, si quelqu'un comme Édouard Glissant vous dit quelque chose, mais Édouard Glissant disait « l'universalisme abstrait nous défigure ». Édouard Glissant, qui est un écrivain martiniquais. L'universalisme abstrait nous défigure. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Eh bien, il y a cette idée que les philosophes des Lumières ont développé toute une réflexion sur l'importance de l'émancipation, de s'ouvrir à l'universel, ont insisté sur la liberté, qui est une pensée tout à fait stimulante, mais en même temps, certains ont repris ces penseurs-là et au nom de ces valeurs universelles, ont voulu imposer en quelque sorte leur propre culture. Pensez à ce que dit Jules Ferry dans une des interventions bien connues à l'Assemblée, où il dit « c'est un devoir pour nous, race supérieure, d'aller apporter la culture aux races inférieures ». C'est en ces termes-là qu'il parle. Et quand il dit cela, le texte est beaucoup plus long, il fait référence à la raison, au progrès. À chaque fois, dans le texte, c'est toujours avec des majuscules. Donc à toutes les valeurs qui sont portées par les Lumières. Donc au nom de l'universel, on a en quelque sorte voulu, l'Occident a voulu en quelque sorte apporter sa culture. Donc il y avait une ambivalence entre l'humanisme qui était affiché et ce que certains ont appelé la duplicité, après ce que ça donnait sur le terrain des personnes qui ont subi cette colonisation. Donc un premier élément de critique de l'universel. Alors on y reviendra aussi sur la discussion de l'universel, je ne dis pas qu'il faille remettre en cause complètement l'universel, mais je dis comment les penseurs post-structuralistes ont questionné cette notion d'universel, comment ils ont aussi interrogé la notion d'identité, en essayant de dire que l'identité, et c'est important pour la question aussi du choc des civilisations dont on parle beaucoup aujourd'hui, et je le voyais encore dans la presse, le choc des civilisations, ça suppose qu'il y aurait des civilisations figées comme ça, comme s'il n'y avait pas toujours de l'interaction, comme si on ne marchait pas au mélange depuis l'origine de l'humanité d'une certaine façon. Donc au contraire, chez les penseurs post-structuralistes, il y a cette idée que nous n'avons pas une conception substantielle ou substantialiste, pardon pour les gros mots, de l'identité, mais au contraire, l'identité, c'est un processus. C'est un processus, c'est un mouvement. Donc, et puis la troisième dimension, donc critique de l'universel, l'idée que l'identité n'est pas quelque chose de figé, mais au contraire un processus, on est toujours en mouvement dans la construction de notre identité. Et troisième dimension, c'est l'idée de discours. Les philosophes post-structuralistes insistent sur la réflexion sur le discours. Avant, ce qu'on a appelé les structuralistes,
bon, je n'ai pas le temps de développer ici, s'intéressait plutôt au langage, aux structures du langage. Là, c'est au discours. Donc, ça veut dire qu'il y a des sujets parlants, des hommes et des femmes qui parlent. Et ces trois dimensions-là, critique de l'universel, conception de l'identité comme processus, et puis, comment dirais-je, le troisième point que j'ai évoqué, que je viens de perdre, mais c'était parce que je pensais déjà à ce que j'allais dire, eh bien, comment ? Et le discours, et le travail sur le discours, eh bien, va être repris par Edouard Saïd comme étant quelque chose d'essentiel, et on va retrouver cette ligne de fond chez Saïd. Alors, je voudrais justement prolonger ce troisième point, puisque effectivement ce que Saïd a retenu de ses lectures de Foucault ou de Derrida que tu évoquais, c'est qu'il y a le réel, mais le réel est toujours médiatisé par le discours qu'on a sur lui. Et donc il s'intéresse effectivement au discours, au texte, d'une manière extrêmement profonde, puisqu'il va jusqu'à dire, et c'est un point que j'aimerais que tu commentes, il va jusqu'à comparer la relation entre le texte et le lecteur à la relation entre le colonisateur et le colonisé. Donc les textes seraient des faits de pouvoir. Est-ce qu'ils exercent comme ça une véritable domination sur le lecteur ? Oui, alors ça c'est une grosse question aussi, parce que ça suppose aussi un détour pour dire quelle est sa conception du texte. Qu'est-ce que c'est qu'un texte ? Et peut-être le premier point qui me vient à l'esprit qu'a développé Edouard Saïd, c'est l'idée qu'il y a un rapport entre pouvoir et interprétation. Et on voit bien aujourd'hui, d'abord, il y a eu des querelles, si vous prenez par exemple le christianisme, il y a eu des querelles énormes pendant des siècles sur l'interprétation de textes, et on prend aujourd'hui par rapport à l'islam, l'interprétation aussi, les débats qu'il y a, et on voit bien que, y compris dans le champ politique plus proprement parlé, il y a très souvent des textes de référence, et après comment on les interprète. Donc il y a un rapport entre pouvoir et interprétation. Et ce qui est intéressant dans le rapport au texte, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'Edouard Saïd, c'est difficile à le situer d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, la pensée postcoloniale, c'est une pensée qui traverse les frontières. Non seulement ce sont des gens qui se déplacent, mais ce sont des gens, je dirais, physiquement, puisqu'ils vont aller d'une université à l'autre quelquefois, mais ce sont aussi des gens qui vont traverser les frontières disciplinaires. Alors, est-ce que c'est un philosophe ? Oui, d'une certaine façon, mais c'est aussi un littéraire. Pas peut-être à la manière de certains littéraires très classiques, mais c'est un littéraire au sens où il fait de la littérature comparée. Il travaille sur les textes. Et il est très sensible à l'analyse des textes, au sens qui émerge des textes et au rapport entre le texte et le monde. Et pour ça, il va entrer en dialogue avec d'autres auteurs qui travaillent sur le texte. Je prends quelques auteurs très, très rapidement, et peut-être une anecdote avant, pour vous situer comment il en vient à cette question-là. Il est gamin, et un jour, le prof lui pose une question sur le fait de comment on allume une allumette, ou quelque chose comme ça, mais vraiment une question très, très bizarre, très étrange sur le fait d'allumer une allumette. Et donc, Edouard Saïd, bambin, enfin je sais pas, il a peut-être 12-13 ans, il va faire déjà des débuts de petites recherches pour faire un travail sur la chimie, comment le feu, on le met comment ça fonctionne le feu, qu'est-ce que c'est que le feu, il fait des petites analyses, il va voir dans les dictionnaires et puis il présente ce travail-là. Et son professeur lui dit, mais c'est bien, tu as fait un bon travail, mais tu ne te poses pas la question du sens. Pourquoi la personne, elle allume ? Est-ce que c'est pour créer un incendie dans la forêt ? Est-ce que c'est pour, au contraire, s'éclairer et avoir plus chaud ? Rappelez-vous, peut-être certains ont lu La flamme d'une chandelle de Gaston Bachelard. Il écrit 120 pages ou peut-être un peu plus sur la flamme d'une chandelle. Mais c'est super parce qu'il y a une dimension humaine très forte de se retrouver au coin du feu comme les anciens, ou même dans certaines maisons il y a encore des feux justement. On dit le foyer pour un couple. On voit bien qu'il y a toute une dimension métaphorique qui est extrêmement forte sur le feu. Et donc là, Edouard Saïd se dit, mais oui, je suis allé directement sur le côté très pratique de l'allumette. Or, ce qui est important, c'est la question du sens, c'est la question de l'humain, c'est toutes ces dimensions-là. Et donc, il va continuer sa réflexion dans son rapport à la littérature,
et il va se positionner de manière différente d'autres auteurs. Par exemple, si on prend les classiques réalistes comme Stendhal, qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On disait promener un miroir le long des chemins. Promener un miroir le long des chemins. Ça voulait dire tout simplement que la littérature est une sorte de reflet. Et tout le courant qu'on appelle réaliste, on pourrait dire Zola là-dedans, même si c'est un autre terme, on utilise le mot naturalisme, mais tout ce courant réaliste essaie d'être reflet de la réalité, comme si la littérature nous montrait notre vie quotidienne, avec tous les détails, la condition ouvrière ou la condition bourgeoise, etc. Prenez Balzac et tous ces courants-là. Donc ça, c'est l'approche un peu de la littérature reflet. Et puis, il y a d'autres approches qu'on appelle justement, j'évoquais tout à l'heure le structuralisme ou l'approche structurale. Par exemple, des gens comme Barthes, à un moment donné de son histoire, Roland Barthes va insister beaucoup sur le fait que ce qui est important, ce sont les rapports des textes entre eux, ou les passages de textes entre eux. Il y a des textes qui se répondent d'une certaine façon, mais à l'intérieur d'un corpus bien déterminé. Et là, il y a aussi quelque chose qui est peut-être perdu dans cette approche-là, même si elle est très stimulante et tout à fait intéressante aussi à lire, c'est le rapport au monde. Et ce qui va intéresser Édouard Saïd, c'est justement cette articulation entre la littérature et le monde. Et moi, j'avoue qu'ayant fait des études de lettres à une période de ma vie, je me disais, j'aurais eu un prof comme ça, c'est extraordinaire, parce que c'était justement ce rapport d'une littérature qui n'est pas dégagée des réalités, mais qui au contraire prend en compte la réalité concrète et l'attention au monde. Et alors, dans ce cheminement-là, il va croiser des auteurs comme Lucien Goldman, par exemple, qui est une sorte de sociologue de la littérature, qui, lui, va essayer de prendre en compte la dimension sociale de la littérature. Par exemple, il analyse, il y a un livre bien connu qui s'appelle le Dieu caché, et il analyse notamment alors Pascal, mais aussi Racine. Et on s'aperçoit, c'est une découverte, moi qui m'avait passionné, parce que quand on est gamin ou quand on est ado, qu'on nous fait lire Racine, bon, on ne trouve pas ça hyper passionnant. Et là, on découvre qu'il y a plein de débats, y compris les courants jansénistes à l'époque, la noblesse de robe, etc. Et donc, il fait entrer l'auteur par le contexte sociétal. Eh bien, d'une certaine façon, Édouard Saïd va s'intéresser aussi à cette dimension-là, c'est-à-dire que il parle de la mondanéité, je ne sais pas comment je crois que c'est traduit comme ça, mondanéité, pour rendre compte du fait que la littérature, elle est ni simplement reflet, ni simplement de croisement de différents textes, mais elle prend en compte la dimension de monde. Donc elle parle du monde, et d'une certaine façon, même à l'insu de l'auteur. Ce n'est pas un hasard si des gens comme Aimé Césaire, par exemple, vont réécrire un ouvrage qui était pourtant de Shakespeare, qui s'appelait La Tempête, mais va réécrire du point de vue des colonisés. Comme s'il y avait un deuxième texte, une deuxième couche de sémantique, si je puis dire, derrière une première lecture qu'on pourrait faire. Et en ce sens-là, il creuse sans oublier la question du monde. Il y a notamment ses travaux sur Conrad ou sur Flaubert. Et ce que Saïd montre aussi, c'est comment il y a cette parole en contrepoint que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que derrière l'intrigue principale que le lecteur comprend très bien, il y a des éléments, mais qui sont un petit peu plus subtils, qui sont un peu moins explicites, qui évoquent l'irruption d'une réalité qui correspond à la réalité sociale et historique. Et tu peux peut-être rappeler ce que Saïd dit du Salammbô de Flaubert et de la manière dont Flaubert n'échappe pas à cette construction de l'Orient qui est typique de son époque. Alors là aussi, on a, et d'une certaine manière, merci de me rappeler ce passage, on pourrait articuler, j'ai vu qu'il n'était pas ici, mais ça pourrait être intéressant si vous allez lire Todorov, qui a été ami avec Stephen Todorov, qui a été ami avec Édouard Saïd, et qui a écrit un livre qui s'appelle Nous et les autres, je crois. Et c'est un essai sur la diversité française, et c'est une réflexion sur la littérature, donc les écrivains, Chateaubriand, Renan, Flaubert,
Claude Lévi-Strauss même, etc., leur rapport à la diversité, leur rapport aux autres cultures. C'est extrêmement stimulant, je trouve. Eh bien, c'est d'une certaine manière un prolongement de la réflexion de Saïd, parce que justement, par rapport à l'ouvrage que tu évoquais et la position de Flaubert qui a fait aussi l'objet de grandes études, je pense à celle de Sartre, qui a écrit L'idiot de la famille, puisque Flaubert était considéré un peu comme particulier quand il était petit, et Sartre a écrit un ouvrage de presque 3000 pages, il ne l'a pas fini, mais c'est dommage, mais qui est assez extraordinaire sur cet auteur-là. Et ce que montre Édouard Saïd, c'est le fait qu'il va, comment dirais-je, présenter une image de la femme qui est d'une certaine façon le prototype de la femme orientale, celle qui se tait, qui cache ses émotions, qui est discrète, etc. Il va construire d'une certaine façon l'image de la femme orientale. Et il dit, lui, c'est un homme d'un certain milieu, il est étranger, il est occidental, et donc d'une certaine façon, le rapport qu'il a, y compris dans la possession physique, on pourrait dire, de la femme, eh bien, c'est le même rapport que le colonisateur avec le colonisé. Donc c'est quand même assez fort. Il ne faut pas oublier que Édouard Saïd, qui fera l'objet de discussions, peut-être moins en France, même s'il y a eu un numéro qui est dans la salle d'une revue Tumulte, je crois, qui est excellent sur Édouard Saïd, mais c'est surtout dans la littérature anglo-saxonne qui a eu beaucoup de réactions, beaucoup de critiques. Évidemment, Édouard Saïd dit que c'est un travail d'universitaire et en même temps c'est un travail, on pourrait dire, à dimension politique. C'est un travail engagé, donc il ne faut pas forcément prendre tout pour argent comptant, mais c'est bien de se laisser, je trouve, secouer par cette pensée-là pour après faire son propre cheminement aussi. Et donc Saïd va s'intéresser à un certain type de texte, évidemment au discours colonial, mais aussi à toutes ces grandes œuvres littéraires et philosophiques qui constituent l'orientalisme et qui construisent une certaine représentation de l'Orient, de l'arabe, voire du musulman. Est-ce que tu peux revenir sur les traits qui sont devenus caractéristiques de cet Orient mythique ? Oui, alors, justement, dans les représentations qui sont faites, si vous allez sur Internet, par exemple, il y a des entretiens d'Édouard Saïd, et il montre, ou plutôt il décrit, non seulement, vers la fin de sa vie, si je puis dire, non seulement à partir de la littérature, mais aussi à partir des films, à partir des images, des représentations que l'on a de l'arabe. Et il dit, par exemple, le turban, par exemple, enfin, plein d'images un peu clichés, d'une certaine façon, qui font qu'on se représente l'oriental, entre guillemets, d'une certaine façon, et quelquefois comme étant dangereux, d'une certaine manière. Alors, il ne faut pas oublier que, et ça a été très bien dit par des gens comme Léry, un ethnologue français, et Édouard Saïd est tout à fait dans cette représentation-là, c'est que lorsque commence l'ethnographie, sur lequel vont s'appuyer aussi un certain nombre d'écrivains, eh bien, elle se fait à partir de la colonisation. C'est-à-dire que les ethnologues vont aller faire leurs études, leurs recherches pour essayer de connaître l'Orient. Et d'ailleurs, Édouard Saïd dit qu'il y a énormément de travaux des occidentaux, on m'a des guillemets à chaque fois, je ne redis pas à chaque fois, mais parce que forcément ce sont toujours des constructions d'une certaine façon culturelle, beaucoup de travaux des occidentaux par rapport à l'Orient et très peu dans l'autre sens. Mais il faut savoir que justement parce qu'il y a eu une période où le monde occidental a colonisé presque toute la planète, eh bien il y a eu un rapport un peu ambigu d'une certaine façon, puisque les ethnologues qui allaient sur le terrain venaient essayer de connaître qui étaient ces autres personnes, ces autres cultures, mais en même temps, ils étaient pris dans le processus, pas toujours conscients d'ailleurs, qu'ils étaient pris dans le processus, à savoir qu'ils étaient perçus comme étant ceux qui appartiennent à la communauté de ceux qui colonise. Colonialise. Je fais une association qui me vient à l'esprit quand en linguistique des gens comme Lebov ont travaillé dans les ghettos américains pour essayer de repérer la langue des Noirs de Harlem, etc.
eh bien, qu'est-ce qu'il a fait très rapidement? Il a renvoyé, il a demandé à ses étudiants blancs de rester chez eux, il a envoyé des étudiants noirs parce qu'autrement, ça modifiait le parler des personnes auxquelles il avait affaire dans le simple fait de leur identité de blanc par rapport à des jeunes noirs, donc qui soit étaient du côté de l'hypercorrection linguistique, comme on dit, ou au contraire, ou modifiaient en tous les cas leur langage. Et donc là, ça n'a pas été complètement pensé, cette idée d'ethnologue qui allait sur le terrain, mais qui finalement était perçu comme faisant partie de ceux qui colonialisent, en quelque sorte. Vas-y. Oui. Non, et donc, pardon, oui, par rapport à, pour la suite de ta question, donc progressivement, on a construit une image de l'Orient et qui est une image plutôt du côté de l'irrationnel, du côté de la sensualité, et l'orientalisme est devenu à la fois une discipline artistique et scientifique, c'est-à-dire qu'il y avait les ethnologues qui allaient étudier ces autres cultures, mais qui arrivaient quand même avec leur mode de représentation et qui étaient perçus comme étant des occidentaux. Et puis aussi en littérature, alors on a évoqué Flaubert, mais il y en a beaucoup d'autres, parce qu'on a évoqué Chateaubriand, Lamartine, ont tous écrit d'une certaine façon sur l'Orient. Et puis aussi, on pourrait dire Raphaël, etc. Enfin, on pourrait dire un certain nombre de peintres aussi. Donc tout ça, ça a contribué à construire une certaine image de l'Orient, de l'oriental. Et ce que reproche Édouard Saïd à ces approches-là, même si vous avez aujourd'hui des gens comme Laurence qui sont des spécialistes de l'Orient et qui reprennent en compte les critiques de Saïd, mais les nuances en même temps. Mais ce qui est reproché, c'est le danger de faire un peu comme avec un appareil photo. C'est-à-dire que dans un appareil photo, vous prenez une photo, mais la personne qui est très heureuse tout d'un coup, elle fait une grimace et on a l'impression qu'elle faisait la tête toute la soirée parce qu'on a pris une photo à un moment donné. Et le danger de l'approche orientaliste selon Édouard Saïd, c'est de figer l'essence. Rappelez-vous, je dis la dimension post-structuraliste, c'est cette idée que l'identité n'est pas quelque chose de figé, d'arrêté, mais au contraire, c'est un processus. Il y a toujours une interaction. On est toujours en mouvement dans la construction de l'identité. Eh bien, là, c'est le danger, c'est à la fois de figer l'identité, de dire, voilà, l'oriental, c'est ça, avec pourtant cette idée d'ailleurs qu'on disait oriental au XIXe siècle, c'était l'Inde et puis les pays bibliques en quelque sorte, et qu'après ça s'est transformé. Donc déjà ça a bougé. Et puis aussi il insiste sur le fait que même par rapport à l'islam, il dit mais il y a une diversité très très grande. Et donc là aussi, on risque de figer, de globaliser en disant voilà, c'est ça être musulman ou c'est ça être arabe, alors qu'il y a une non prise en compte derrière ces millions et millions de personnes d'une diversité très très importante. Il me semble que c'est très très actuel parce que si on regarde un petit peu la manière dont sont déjà couverts les attentats récents, on retrouve cette idée que les terroristes et l'idéologie à laquelle ils appartiennent sont, parce qu'ils sont orientaux, forcément irrationnels. Donc ça nous dédouane de toute tentative de compréhension et d'intelligibilité. Une fois qu'on a dit ça, on retrouve le stéréotype historique de l'oriental qui est du côté de l'irrationalité. On retrouve aussi ce qu'on trouve chez des très grands philosophes. Montesquieu. Que dit Montesquieu? Il dit l'oriental est forcément un despote. Et il base ça sur une théorie des climats. Donc l'idée que l'occidental, c'est le démocrate, mais l'Orient est condamné en quelque sorte à la tyrannie, donc il n'y a pas de démocratie possible chez les Arabes, et ça imprègne quand même notre discours aujourd'hui. Mais ce que montre Saïd, comme tu l'as bien rappelé, c'est que cet Orient, il est fictif, mais il va se constituer en savoir. Mais c'est un Orient qui est né de la force, d'une certaine violence, du rapport de force notamment colonial. Donc ce n'est pas un discours objectif. Donc ma question, c'est quelle est son autorité? Sur quoi est-ce que se fonde son autorité? Sur quoi se fonde sa valeur épistémique prétendue, en tout cas? Alors, peut-être au préalable, ce qui me semble intéressant, c'est de souligner, puisque tu as évoqué Montesquieu, c'est qu'on est tributaire de toute une histoire sur laquelle on n'a peut-être pas suffisamment travaillé. Enfin, quand je dis on, je me dis plutôt occidental. Je suis plutôt occidental, mais bon, voilà, on marche au mélange, je crois. C'est le fait que l'Occident a d'une certaine façon construit son histoire. Et Édouard Saïd le dit aussi, et notamment il va chercher du côté de Martin Bernal,
qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Black Athena et qui est un ouvrage de réflexion sur l'histoire on pourrait dire de notre culture, mais aussi de la naissance de la philosophie, où il dit que finalement la philosophie, on dit généralement c'est la Grèce, mais pourquoi on a dit c'est la Grèce? Parce que à un moment donné de notre histoire, c'est-à-dire vers le fin du XVIIIe, début du XIXe, il y avait cette idée qu'on ne concevait pas dans une Europe qui était plutôt une Europe raciste, et on pourrait revenir, tu as évoqué Montesquieu, mais je pourrais citer Voltaire, je pourrais citer Kant, etc., et prendre lire des passages, Hegel, n'en parlons pas sur son rapport à l'Afrique. Et donc, il y a eu une période de notre histoire où un certain nombre d'intellectuels, de chercheurs, etc., ont voulu essayer de retrouver une sorte d'origine pure, au moment où on était un peu obsédé par la pureté, d'origine pure de l'Occident, de l'Europe et de l'Occident. Et donc on a dit, voilà, c'est la Grèce, voilà, il y a eu le miracle grec, etc., en oubliant qu'il y avait eu les Phéniciens, en oubliant qu'il y avait les Égyptiens, etc., et que finalement, il n'y a pas vraiment de miracle grec, il y a une synthèse qu'ont fait les Grecs, mais à partir d'autres cultures qui se croisaient. Alors, je ne dirais pas comme certains collègues africains, j'étais au Bénin il y a quelque temps, qui défendent, en gros, la philosophie, elle est née en Afrique, etc. C'est difficile de dire, parce que c'est la question du commencement, et d'ailleurs, Edward Said s'est beaucoup intéressé au problème du commencement avec Beginnings, mais en tous les cas, sur cette idée qu'à un moment donné, on a voulu trouver une sorte d'origine pure pour pouvoir penser notre identité d'occidentaux, d'européens, etc. Et si on regarde par rapport à la France, prenez par exemple le livre de Suzanne Citron qui s'appelle Le mythe national, elle montre comment on a construit en fait nos ancêtres les Gaulois, comment on a construit une narration, un récit, qui est important aussi, parce que c'est important de faire corps dans un pays, de se sentir appartenir à un même pays, mais il y a une part de fiction dans tout récit, et c'est ça qui est souligné par un certain nombre d'auteurs, dont Saïd. Alors, est-ce que j'ai répondu complètement à ta question? Je ne sais plus. Si, mais je peux poursuivre par rapport à ce que tu dis. Du coup, s'il y a des récits, et donc des récits pluriels, parce qu'il y a le grand récit européen que tu viens de rappeler, et puis il y a le contre-récit oriental, qui est par principe dénié par l'européen, puisque dans le grand récit européen, le récit européen présuppose que l'arabe n'a pas de récit, que l'oriental n'en a pas, et il lui substitue son propre récit à celui qui pourrait naître là-bas. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a un contre-récit qui est parfaitement élaboré, mais du coup, derrière ces récits, quid de l'Orient réel? Et comment on fait? Est-ce qu'on ne tombe pas dans le relativisme? Finalement, en quoi est-ce que le fait de pointer différents récits qui sont concurrents nous aide à comprendre le réel? Et en quoi est-ce que les analyses de Saïd valent mieux que le récit européen traditionnel ou d'autres d'ailleurs? Je dirais bien un petit passage, si je le retrouve. Parce qu'initialement, je pensais que j'allais faire une conférence, et puis je pensais pas, mais je trouve ça plus convivial finalement, sous forme d'échange. Mais j'avais noté, je sais même plus si c'est dans le livre, une citation de Nietzsche que je trouve tout à fait intéressante sur cette question-là. C'est tiré du Gai Savoir. Et là, ça m'a un peu bousculé sur la question du rapport à la connaissance. Il dit « Notre besoin de connaître ». On voit bien sur la question de la connaissance les ethnologues, mais aussi cette volonté de connaître la culture de l'autre, de l'analyser, de la décortiquer, de la classer, etc. Il dit notre besoin de connaître n'est-il pas justement notre besoin de familier? Le désir de trouver parmi tout ce qui nous est étranger, inhabituel, énigmatique, quelque chose qui ne nous inquiète plus. Ne serait-ce pas l'instinct de la peur qui nous commanderait de connaître? Le ravissement qui accompagne l'acquisition de la connaissance ne serait-il pas la volupté de la sécurité retrouvée? Vous voyez tous ces termes qui sont des termes dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, la sécurité retrouvée. Donc il y a aussi un petit côté nietzschéen derrière Saïd, non pas tomber dans le relativisme, mais dire que finalement on échappe sans cesse à la réalité dont on veut parler, et une insistance peut-être sur l'altérité, parce que finalement le travail qu'il fait n'est pas une recherche de ce qu'est l'Orient dans la réalité, ou ce que serait l'Occident dans la réalité,
mais il travaille sur le discours, c'est-à-dire que son influence au moins, je dirais, oui, jusqu'à l'écriture de l'orientaliste, c'est-à-dire 78. Hein. Entre 67 et 78, on va dire qu'il est influencé par Michel Foucault. Et Michel Foucault, c'est vraiment, comme je vous disais, on peut le situer dans les courants post-structuralistes. C'est un peu compliqué de le classer. Si on est en Allemagne, on va dire post-structuraliste ou néo-structuraliste. Enfin bref, en France, on va dire plutôt structuraliste. Donc c'est compliqué. Et il n'aimait pas d'ailleurs. Il le dit dans un de ses livres en disant ne me demandez pas de rester le même. Ça, c'est une identité de papier, etc. Donc il résistait à ça. Mais en tous les cas, Michel Foucault s'est beaucoup intéressé au discours. Par exemple, le discours de la folie. Qu'est-ce qu'on dit de l'autre avec la manière de segmenter le réel, de partager le monde, le partage de l'espace entre ceux qui sont fous et ceux qui sont normaux. Et puis, il va faire par rapport à la question de la délinquance, dans Surveiller et punir. Donc, il travaille aussi sur les discours que l'on a, sur les délinquants, etc. Et donc, lorsque Édouard Saïd travaille sur cette question de l'orientalisme, c'est un littéraire, c'est un professeur de littérature comparée. Et ce qui l'intéresse, c'est pas l'Orient réel, qui d'une certaine façon est difficile à circonscrire en termes de géographie et même en termes de représentation. Pourquoi ? Parce que justement, il remet en cause cette idée de choc des civilisations, parce que ça suppose qu'il y aurait une civilisation ici et une civilisation là. Pourtant, on le revoit assez souvent hein, dans la presse, ce terme-là. Or, ben voilà, en effet, et de plus en plus avec Internet, eh bien, on a affaire à d'autres manières de construire l'identité. Enfin, moi, mon hypothèse, c'est que on n'a plus simplement une identité qui se construit à partir de récits, ce que certains philosophes appellent l'identité narrative, le fait qu'on construise son identité par le fait qu'on nous raconte des histoires et qu'on est en capacité de raconter aussi notre propre existence. On relie son existence, ça construit l'identité. Mais mon sentiment, et je le vois par rapport malheureusement à un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui vont à la dérive, c'est qu'il y a une déterritorialisation du processus d'identification. Et cette déterritorialisation, elle se fait par le numérique, par Internet, qui fait qu'on va aller voir des vidéos, qu'on va être séduit par des images ou quelquefois des discours, et qu'on va se déterritorialiser, c'est qu'on va construire son identité, non plus par rapport à l'environnement dans lequel on est, mais par rapport à des choses que l'on voit, et vous comprenez bien que ça peut parfois mener au pire. Donc pour revenir à Édouard Saïd, il ne cherche pas ce que serait en soi l'Orient ou ce que serait en soi l'Occident, parce que ce sont des constructions politiques. Ce sont des constructions politiques. On va déterminer que ça, c'est tel territoire, et donc on a construit, ça c'est l'Orient, ça c'est l'Occident. Il y a des moments, j'étais en Roumanie il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, pour un cycle de conférence, et mon collègue, j'avais pensé à ça, parce qu'on se voit assez régulièrement, il dit, moi je suis plutôt oriental. Et on voit bien, la Roumanie, c'est un peu entre deux. Donc, et si on va, moi je ne suis pas allé en Turquie, mais j'ai travaillé un peu avec des collègues turcs, eh bien on voit bien qu'il y a des endroits, ils disent, surtout Istanbul, je crois, hein, c'est un peu entre l'Occident et l'Orient, donc ça se mélange sans cesse. Donc c'est après une construction, on va décider que c'est plutôt oriental ou plutôt occidental, en fait. Hein. Mais c'est toujours dans le flux, c'est toujours dans le processus, dans le mouvement. Et ce que craint Édouard Saïd en voyant les analyses qui sont faites, c'est de figer justement, alors que justement, il ne cherche pas ce que serait ontologiquement l'Orient ou l'Occident, mais il cherche à faire émerger les incohérences des discours pour montrer qu'on dérape toujours sur la volonté de décrire. Il y a aussi une conception du langage assez nietzschéenne sur la capacité à décrire la réalité dont on veut parler. Oui, surtout que la fixation que tu évoques, elle n'est pas du tout dans l'idée nietzschéenne de rendre l'étranger familier. Elle a produit une construction de l'arabe et du musulman qui est très inquiétante et qui suppose du coup une distinction, une conscience très claire d'une différence entre eux et nous, qu'on retrouve dans la thèse du choc des civilisations que tu rappelais. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il est devenu, ma question est peut-être un peu excessive, mais est-ce qu'il n'est pas devenu culturellement inconcevable pour les Occidentaux de s'identifier aux Arabes ? Oui. Question difficile. Mais justement, oui, là c'est aussi un point qu'il souligne, à savoir que même dans la représentation qui est faite de l'arabe en termes de héros,
en termes dans les films, alors il y a quelques films peut-être ces derniers temps, mais dans les films, dans les romans, etc. Il y a un vide par rapport à ça, mais on pourrait parler aussi des afro-français, on pourrait dire en France, ou des afro, parce que je travaille, comme on le disait tout à l'heure en aparté, sur un philosophe afro-américain là, depuis 2 ans et demi, là, qui s'appelle Cornel West, et qui travaille aussi sur ces problèmes-là. Donc c'est la difficulté de trouver des pôles d'identification. C'est un peu étonnant de voir que ça a été sans doute ce petit livre-là, le premier livre en France sur la pensée d'Édouard Saïd, puisqu'il y a eu un certain nombre de textes, d'articles, etc., mais qu'on ne valorise pas des auteurs. Et encore une fois, la même chose par rapport à des auteurs afro-américains. C'est quand même impressionnant de voir en philosophie comment bon nombre d'auteurs sont traduits. Nancy Fraser, John Rawls, Michael Sandel, etc. Des auteurs blancs. Je dis des choses un peu tranchées comme ça, mais que les auteurs afro-américains, sauf dernièrement, on a eu Bell Hooks, qui est une féministe afro-américaine dont on vient de traduire son premier livre, alors qu'elle en a écrit, je ne sais pas, peut-être une 50aine. Mais autrement, voilà, là aussi, je pense qu'il y a un travail des éditeurs, il y a un travail du milieu intellectuel pour relayer des intellectuels qui sont soit intellectuels arabes, soit... Par exemple, Édouard Saïd, alors j'y reviens par rapport à ça, il travaille jusqu'en 67, donc il est après ses études, il va travailler dans des universités prestigieuses, puisqu'il a été étudiant à Princeton, à Harvard, etc. Il va travailler dans ces universités après. Et en 67, il se trouve tout d'un coup, comment dirais-je, marginalisé, au moins mentalement, par rapport à ses collègues qui prennent fait et cause pour Israël, et lui il se sent palestinien. Et à partir de là, il va retourner vers des intellectuels arabes qui sont peut-être pas suffisamment justement travaillés en France. Alors, Mahfouz, par exemple, pour les contemporains, Taha Hussein, mais aussi il va aller chercher plus loin, par exemple Al-Ghazali, ou alors, comment il s'appelle, Ibn Khaldoun, par exemple, qui sont des grandes figures, considérées quelquefois comme Ibn Khaldoun, par exemple, qui est le philosophe qu'on considère plutôt 13e, 14e siècle, comme le Michel Foucault de l'époque, donc des penseurs arabes de très haute tenue, mais qu'on n'étudie pas aussi au lycée, qu'on n'étudie pas. Je pense que là, il y a un vrai travail aussi peut-être des professeurs au lycée, voire au collège, de faire un travail sur les intellectuels arabes. Qui ont parfois influencé, bon, on sait, même s'il y a eu une polémique il y a quelques années, je disais dernièrement à mes étudiants, quand je présentais la pensée médiévale, vous savez qu'il y a eu une polémique autour des traductions d'Aristote, puisque très souvent on dit que ce sont plutôt les Arabes qui ont traduit Aristote, et il y a eu une polémique par rapport à ça en disant mais non, au Mont-Saint-Michel, il y avait des gens qui traduisaient, mais il n'empêche que là aussi, la pensée arabe à un moment donné a énormément influencé la pensée occidentale. Des grands penseurs comme Thomas d'Aquin lisaient certains auteurs arabes et les citaient. Donc je pense que là, il y a certainement un travail pédagogique aussi, pour peut-être rééquilibrer. Il ne faut pas oublier que quelquefois en France, on va, par exemple, j'étais après les événements de Charlie, il y a eu des ventes de Voltaire qui ont augmenté parce que son traité suite à l'affaire Calas, son traité sur la tolérance, s'est vendu comme du petit pain, on les trouvait dans toutes les librairies, etc. Ben oui, mais Voltaire, ce qu'il dit sur le monde populaire, c'est assez méprisant. Ce qu'il dit sur les Noirs, les Arabes, etc., c'est raciste, comme la plupart des auteurs de son époque. Je parlais de Hegel, mais on pourrait en citer d'autres comme ça. Donc, c'est intéressant de mettre en contrepoint. C'est pas pour dévaloriser. Ce sont des grandes figures de la pensée. Quelquefois, il y avait un côté provocateur, donc il ne faut pas forcément prendre au premier degré. Donc, ce sont des grandes figures vraiment qu'il faut lire et relire et qui sont passionnantes. Mais en même temps, c'est intéressant de voir Kant, qui est une référence dans le domaine de l'éthique,
puisque généralement en philosophie éthique, on fait la référence entre soit on est dans une filiation aristotélicienne, soit dans une filiation kantienne, donc on s'appuie sur Kant avec toute sa réflexion sur l'éthique. Mais Kant a écrit un livre qui s'appelle Anthropologie d'un point de vue pragmatique, traduit d'ailleurs par Foucault, qui fait une introduction, sans rien dire de ce qu'il est en train de présenter, c'est-à-dire il fiche complètement les catégories, au point que certains, dans l'Allemagne nazie, intellectuels, vont reprendre certains de ses propos en disant, vous voyez, Kant avait déjà pensé les notions de race, etc. Donc l'essentialisme de Kant, on n'ose pas trop le critiquer. Il y avait des propos, quand il, dans sa réflexion sur l'esthétique, où il cite Hume pour dire que le noir ne dépasse pas, enfin vraiment n'a aucune pensée, et puis en reste vraiment à un point très très bas. C'est jamais souligné, on garde que le grand Kant, la critique de la raison pure, la raison pratique, les fondements de la métaphysique des mœurs, donc un grand. Mais qu'est-ce que c'est qu'une morale formelle si elle n'est pas mise en confrontation aussi avec le réel concret? Et là, le réel fait mal d'une certaine façon, parce que les propos qu'il tient vont avoir une incidence. De la même façon qu'Aristote, lorsqu'il il défend l'esclavage, eh bien ça va durer des siècles aussi, cette lecture qui sera faite de lui. Donc il y a certainement à mettre en lien la réception que nous avons faite de ces auteurs-là, qui sont des grandes figures et on a besoin de monter sur leurs épaules pour voir plus loin, mais en même temps pas se mettre à genoux devant eux et d'être en position critique. Et quelquefois des auteurs, et c'est ce que fait Édouard Saïd quand il par exemple va faire une critique de Camus, qui est pourtant un auteur qui est extraordinaire, Camus, et il a beaucoup d'admiration pour lui, mais qui va quand même faire une critique de Camus à partir de l'approche justement postcoloniale. Donc nous avons, pour nous penser nous-mêmes, je dirais, et pour pas être complètement englués dans l'ethnocentrisme, et c'est peut-être ce que nous aide à faire la philosophie, nous avons besoin de la pensée des autres, nous avons besoin de lire et d'entendre ce que disent les autres penseurs de ce que nous sommes aussi. Et c'est pas parce qu'il y a certains auteurs, je pense à Pascal Bruckner, qui disent attention, on va être dans l'autoflagellation, etc. Ben non, c'est accepter le pôle critique et prendre toute cette tradition critique qui est très importante dans notre culture aussi, puisque la preuve, c'est que tous les penseurs postcoloniaux sont allés voir du côté de penseurs européens, alors je ne vais pas citer Gramsci, mais il y en a bien d'autres, pour penser leur propre critique. Donc ça veut dire qu'on a un terreau critique qui est très riche, mais en même temps d'accepter que l'autre nous montre une facette de notre histoire qui est problématique et sur laquelle on a besoin de travailler. C'est-à-dire que j'aime bien ce que dit Paul Ricoeur à ce niveau-là quand il dit le plus court chemin de soi c'est l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement en travaillant sa propre tradition philosophique qu'on devient un peu plus lucide sur qui l'on est et sur nos propres valeurs, mais c'est en se confrontant, y compris dans un affrontement un peu argumenté et solide, avec des personnes qui vont entrer dans une critique de ce que nous sommes, me semble-t-il. Tu évoquais L'étranger de Camus. Saïd, malheureusement, n'a pas pu voir ce livre, mais il y a eu très récemment, vous le savez, un roman écrit justement du point de vue de l'arabe. Bon. Oui, alors je voulais revenir à 67, puisque effectivement, dans l'itinéraire de Saïd, ça constitue un moment, une sorte de tournant. À partir de 67, Saïd va donc s'engager très concrètement sur la question de la Palestine. Et je voulais te demander dans quelle mesure il n'est pas finalement conduit à décrire le conflit israélo-palestinien comme une question coloniale, donc dans le sillage de celle qui constituait déjà l'arrière-plan historique de l'orientalisme. Jusqu'où est-ce que peut aller, pour le dire de manière peut-être un peu provocatrice, mais il a des thèses quand même très fortes, jusqu'où est-ce qu'on peut faire aller l'analogie entre les sionistes et les colons blancs qui ont occupé l'Afrique, quoi. Oui, alors là, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, et peut-être dans la salle, certains pourront nous éclairer. J'ai trouvé intéressant sa réflexion parce qu'il y a une cohérence de fond sur il poursuit son travail, le travail qu'il avait écrit dans l'orientalisme, et il va jusqu'à comment dirais-je, critiquer la position sioniste. Alors, pas oublier qu'Édouard Saïd, ça devient un militant, puisqu'il va défendre la cause palestinienne, et cette idée qui avait été défendue par certains courants sionistes. Je vais faire une parenthèse avant, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Édouard Saïd, parce que c'est souvent très délicat ces sujets-là, Édouard Saïd va dire à certains moments « Je suis le dernier intellectuel juif ».
il dit ça sous forme d'humour, mais pour dire qu'il est extrêmement sensible à la pensée juive, notamment à des gens comme Adorno, par exemple, hein, et un certain nombre d'auteurs comme cela. Et donc, il va toujours être très très clair contre le négationnisme, etc. Enfin, je crois qu'il y a une honnêteté intellectuelle par rapport à ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des résistances à certains moments parce qu'il va être très, très critique sur la question palestinienne et la fameuse formule un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Eh bien, évidemment, ça va le blesser et ça va le faire réagir et penser. C'est-à-dire que finalement, pour lui, il y a un peuple en Palestine, le peuple palestinien, et donc il va, d'une certaine façon, projeter le travail qu'il avait fait, c'est là peut-être qu'on pourrait débattre, mais projeter le travail qu'il avait fait sur le colonialisme en disant finalement les Occidentaux ont imposé leur culture en tant qu'Occidentaux en disant on apporte la lumière, on apporte la civilisation au peuple du tiers-monde. Eh bien, son hypothèse, c'est de dire que tout le travail, y compris dans la littérature, on évoquait Flaubert, mais on pourrait prendre d'autres auteurs, Renan, etc., Chateaubriand-Lamartine que j'évoquais, qu'il cite à certains moments, mais d'autres aussi, on serait étonné, ce qu'il dit de Marx à un moment donné, les critiques aussi sur Marx, qui était pourtant contre l'oppression, mais qui en même temps a une lecture assez européocentrique, d'une certaine manière, hein. Eh bien, en même temps, il dit, ça a préparé le terrain pour que finalement les sionistes défendent cette idée. Voilà, nous occidentaux, nous arrivons et nous devons nous approprier la terre, etc. Alors bon, c'est toute la discussion très très complexe et très douloureuse de comment à la fois comprendre. Je dirais, et moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais ça m'a intéressé bien évidemment, comment comprendre, si vous voyez tout simplement cette fiction, la liste de Schindler, où à la fin du film, les personnes qui ont été sauvées remettent à celui qui les a sauvées un anneau, une alliance, qui est une dimension symbolique. Et à un moment donné, si vous vous souvenez du film, ils disent où est-ce qu'on doit aller. Donc on comprend bien que dans l'après-guerre, après tout ce qui s'était passé, il y avait une quête d'un lieu, où est-ce qu'on pouvait aller. Donc c'était très 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 dur pour ce peuple. Et donc Édouard Saïd le dit à certains moments, je crois qu'il y a une vraie compréhension de cette souffrance, de ce qu'a été la Shoah, etc. Il n'y a pas du tout un déni. Il dit à un moment donné, oui. Ils sont exilés par des exilés. Oui. Et en même temps, voilà, c'est ça. Et il y a ce peuple auquel il appartient et donc et qu'il veut promouvoir aussi la culture palestinienne, le peuple avec la défense d'un État palestinien. Et c'est là que ça va choper en fait. Hein, et qu'il va forcément. Il faut savoir que Édouard Saïd va avoir aussi des menaces de mort à certains moments par rapport à ses prises de position. Mais qu'il va aussi être interdit en Palestine parce qu'il va être critique par rapport à l'OLP à un moment donné, hein, après les accords d'Oslo, je crois. Et donc voilà, c'est très, c'est après très très complexe, ça devient de plus en plus politique, mais ça l'est au départ, hein, mais évidemment là ça touche des questions qui sont explosives, si je puis dire. Oui, et puis cette politisation, à nouveau, elle nourrit. C'est un autre élément décisif de la perception contemporaine qu'on a de l'arabe aussi, quoi, du coup. Alors une autre thèse de Saïd qu'on peut discuter, qui me paraît aussi très polémique, c'est que l'arabe, comme le juif, est un sémite. Et du coup, l'idée de Saïd, c'est que l'antisémitisme historique, traditionnel envers les juifs, c'est en quelque sorte transféré au XXe siècle sur un autre sémite, sur l'arabe. Qu'est-ce que tu penses de cette thèse? Oui. Il y a... C'est très simple ce que je vais dire. Il y a une chanson de Balavoine qui est morte depuis quelques années, je crois que c'était l'Aziza, et qui disait ton étoile c'est ta peau. Et c'est vrai qu'on a l'impression que s'il y a eu toute une... Et je crois que ça existe encore, enfin je veux dire, l'antisémitisme est encore aujourd'hui, même en France, hein, il ne s'agit pas de le nier, hein, mais c'est vrai que ça s'est un peu déplacé du côté du musulman, de l'arabe, etc. D'ailleurs, le vocabulaire a changé, puisqu'on a parlé des colonisés.
Après, on a parlé des travailleurs immigrés. Après, on a utilisé les beurs, les beurettes, il y a eu tout un vocabulaire. Et puis, progressivement, on a dit les musulmans. Même si, finalement, il y a souvent une méconnaissance de l'islam. On est quand même très, très ignorant. D'ailleurs, quelquefois, on confond les deux, alors que les Arabes sont minoritaires dans l'islam. Il y a beaucoup d'autres peuples, d'autres cultures. Mais donc, oui, moi, j'ai l'impression quand même. Mais vous direz aussi, vous avez une expérience et aussi certainement une expertise par rapport au lieu où vous êtes. On verra peut-être dans l'échange tout à l'heure. Mais moi, c'est ce que je ressens de la part d'un certain nombre de jeunes qui vivent dans des quartiers populaires. Et notamment, alors j'entendais il n'y a pas très longtemps, justement, c'est pour ça qu'Edouard Saïd, je crois, est intéressant par rapport à ça, des jeunes qui disaient, mais on n'a pas envie, alors d'autre part, d'être occidentalisés. Donc je crois qu'il y a une tension aussi de la part de ces jeunes-là entre à la fois ils ont reçu un patrimoine culturel qui est nié par la société dans laquelle ils se trouvent, et de l'autre côté, ils sont nés ici, en fait. Et j'avais noté, je le sais presque par cœur, mais je ne veux pas faire d'erreur, je ne sais pas si vous connaissez Youssoupha, qui est un rappeur, et je crois que le rap nous aide beaucoup aujourd'hui. Il y a des rappeurs français qui sont tout à fait intéressants pour comprendre de l'intérieur ce qui est aussi en train de se passer dans notre pays. Et il dit ceci dans une de ses chansons, ça s'appelle Entourage, pour écouter en plus musicalement, c'est assez sympa, même si le texte n'est pas toujours évident. Il dit, la France ne reconnaît pas les communautés, mais nous traite comme telles. Quand les gens sont boycottés, forcément ils se lassent. Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. Et je crois que là, il y a quelque chose aussi qui se joue et qui pourrait, alors on est en plein dans le concret aujourd'hui de notre situation, à savoir que il pourrait y avoir, de par les événements, une méfiance par rapport à tous ceux qui n'ont pas le phénotype classique du français tel qu'on l'a dans notre imaginaire, et auquel cas que ces jeunes, progressivement, et c'est peut-être ce qui se passe déjà depuis quelques années, se sentent rejetés, se sentent mis de côté, et se sentent de nulle part d'une certaine façon, parce que toujours suspect, le contrôle au faciès, etc. On entend ça de beaucoup de jeunes, mais aussi on entend le fait d'envoyer des CV et de ne jamais avoir de réponse, etc. Ou alors simplement, je travaille, j'ai un atelier avec des étudiants là, dans mon université sur le racisme, et je leur fais travailler un certain nombre de textes, et notamment j'avais un texte sur des gens qui ont des prénoms et qui sont obligés de les changer quand ils appellent au téléphone, par exemple, pour un stage ou autre, parce que dès qu'ils donnent un prénom qui est connoté arabe, on leur dit non, on veut personne, etc. Donc il y a une montée quelquefois de la souffrance par ce sentiment de rejet. Et il ne faut pas oublier, enfin, on est vraiment là aussi sur les sujets qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir qu'il y a 7 à 8 000 jeunes aujourd'hui en Europe qui ont rejoint par exemple le djihad. On pourrait revenir sur le terme d'ailleurs, parce que qui est devenu maintenant une guerre, etc., alors qu'en arabe c'est pas tout à fait ça. Eh bien, il faudrait creuser derrière la souffrance aussi de certaines personnes qui ne trouvent pas d'espace de reconnaissance. Et comme la culture a horreur du vide, quand on ne trouve pas des espaces de reconnaissance, on finit par en trouver dans des groupes, par exemple des groupes extrémistes. Oui, c'est intéressant juste sur le mot, dans Ijtihad, si je me souviens bien, Edouard Saïd le traduit par herméneutique. Et vous savez que l'herméneutique, c'est la science, la discipline qui interprète les textes. Au départ, les textes sacrés, puis progressivement, tous les types de textes. Donc, on pratique l'herméneutique pour interpréter des textes. Et Edouard Saïd dit que c'est la même racine que djihad. Et djihad, ce n'est pas d'abord la guerre sainte ou autre, mais c'est plutôt comment il dit ça, un combat spirituel d'une certaine façon vis-à-vis de soi. Vis-à-vis de soi. Donc là aussi, il faudrait travailler aussi même la langue d'une certaine façon, puisque on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la conclusion. Edouard Saïd, quand je dis humaniste radical, c'est aussi une manière de dire que c'est pas simplement l'humanisme au sens où on va travailler, comme je l'évoquais, toute sa tradition, c'est-à-dire les philosophes qui nous ont portés, mais aussi les écrivains qui nous ont portés, et tout ça fait que ce sont les humanités et qu'on a besoin de ça, mais c'est aussi un humanisme de l'autre, pour parler comme un autre philosophe, c'est-à-dire que c'est aussi la prise en compte
de la culture de l'autre et quelquefois de la langue de l'autre. Je fais souvent quand je vais à l'étranger, j'aime bien demander à des collègues comment ça se dit dans ta langue. Est-ce qu'on retrouve ce problème-là dans ta langue? Parce que entendre l'autre parler de sa propre langue, c'est comprendre un peu plus ces modes de représentation. Donc cet humanisme radical, c'est pas radical au sens où il serait du côté de la violence, c'est plutôt un humanisme qui cherche la paix, mais qui cherche la paix en essayant de prendre en compte la culture de l'autre et les richesses qu'il y a aussi dans la culture de l'autre. C'est intéressant ce que tu dis sur le djihad, parce que j'ai assisté hier après-midi à la rencontre avec Georges Corme, qui disait que finalement ce concept du djihad, il a été très vite récupéré par les appareils médiatiques occidentaux, et que ceux qui s'en sont le plus servis et qui l'ont imposé pour décrire une certaine réalité, ne sont pas les pseudo-djihadistes, mais sont les journalistes en fait. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu disais. Alors moi je voulais rebondir dans ma dernière question sur le problème de la souffrance que tu évoquais, du manque d'espace de reconnaissance, parce que au-delà de la méthode du contrepoint qu'on a évoquée chez Saïd, il y a aussi chez lui des réflexions sur les différents moyens de résistance à l'impérialisme européen sous toutes ses formes. Et ma question c'est, est-ce que ces résistances sont finalement nécessairement vouées à s'appuyer sur des formes classiques de nationalisme en gros, ou est-ce qu'il y a d'autres formes qu'elles peuvent prendre? Alors, ce qu'il dit par rapport à la société dans laquelle on se trouve, c'est aussi le fait que nous sommes bombardés d'informations, des informations et aussi de valeurs ou d'éléments de culture qui quelquefois nous empêchent de penser, justement. Et la première résistance, c'est l'acceptation d'un long détour pour entrer dans la pensée de l'autre. Aujourd'hui, on n'est pas du tout d'écouter d'une logique de détour. La culture est une culture de divertissement, elle est moins ce que j'appelle une culture de distanciation. Or, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de zapper en permanence ou d'être dans une culture d'urgence qui fait qu'on va passer d'une information à l'autre ou d'une culture à l'autre, ou qu'on va choper aussi les slogans publicitaires, hein, mais c'est au contraire de travailler sur soi par le travail de la culture. Et c'est ce sur quoi Édouard Saïd insiste beaucoup, c'est-à-dire que s'il y a résistance à avoir, c'est la résistance aussi dans la formation des citoyens par le détour de la culture. Hein, la culture, pas simplement au sens d'être dans une culture donnée, mais aussi la culture, la littérature, la poésie, la pensée en général, et aussi peut-être la pensée de personnes d'autres cultures que soi. Je te remercie. Je vous propose de consacrer le reste de la séance à vos questions, à vos échanges. Je vais vous passer le micro. Bonjour, je m'appelle Belkacem Messine. J'habite juste à côté de Marc-Arthur-Graine, cité des Tuileries, qu'on nomme la Savoie, je crois. Je suis arrivé sur le tard. Je vais essayer de faire court parce que c'est tellement varié et complexe que je ne suis pas seul surpris. C'est vrai que c'est une fois la gauche, une fois la droite, une fois la droite, une fois la gauche. Maintenant, le Front National qui ne se sent plus pousser des ailes. Pardon, ne parlez pas de l'extrême droite parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Si, parlons-en, justement. C'est une thérapie de groupe, on peut. Mais on en a bien besoin. Allez-y. Ouais. Qu'on ne croit pas, qu'on ne s'imagine pas le contraire. Non pas que je parle pour moi, que pour moi. Depuis, si ce n'est 10, une décennie, 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, 40, 50 ans en arrière, dans les langues étrangères, en abordant le second cycle, le collège, lycée, en dehors évidemment de notre idiome, gréco-latin, il y a dans ces langues étrangères l'anglais, l'allemand,
Comme quoi, on n'en veut pas. L'italien, l'espagnol. Il n'y a pas l'arabe. Peut-être que maintenant, on peut. Il se peut qu'il y ait des enseignants et enseignantes qui enseignent la langue arabe. En tout cas, voilà, moi je vous parle de ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Parce qu'on a fait venir évidemment des immigrés, pas seulement du Maghreb, des pays latins, des pays de l'Est, et du frontalier, qui est la Belgique, et d'autres endroits d'ailleurs. Mais ces gens, on a su les faire venir pour mettre la France sur pied, qui n'était qu'un champ de ruines, et que ce pays reprenne un essor. Ça a été fait. Cet essor est venu. Si on avait, tout comme les langues dites étrangères citées, instauré la langue arabe, mis des enseignants et enseignantes. Moi, je ne suis pas musulman, mais j'ai dans ma famille et dans mes relations des personnes qui sont de pieux musulmans. Et je leur ai dit à eux, laïque, c'est-à-dire habillé sans djellaba pour l'homme et sans voile pour la femme, en parlant évidemment de ces enseignants et enseignantes. Voilà. Bon, j'aurais énormément d'autres choses à soulever, mais encore une fois, je ne suis pas seul et de quel droit je me permettrai même si je sens de prendre mon temps pour parler. Mais j'espère que vous et les gens d'assistance, ça les fera réfléchir, parce que si on a des générations sur le dos aujourd'hui, et que certaines générations tournent mal, même si c'est un faible pourcentage, il faut se poser la question. Et on est responsable. On est responsable parce qu'on ne demande pas de compte à ceux qui nous gouvernent. Comment se fait-il que ceux qui nous gouvernent ne demandent pas de compte parfois à ceux qui gouvernent certains pays? Par hypocrisie, par mercantilisme, par diplomatie, entre guillemets, diplomatie. Voilà. C'est vrai qu'on vit dans une ère, soi-disant, de la communication, alors que c'est pas du tout ça. On peut d'un clic faire le tour d'une pensée ou d'une idée, qu'elle nous revienne. Mais les gens ne se regardent pas, plus, ne débattent plus. Voilà. Si c'est un tremplin. Mais vous voyez, ce que je viens de soulever à propos des langues étrangères, si ça avait été fait, croyez-moi, on aurait bien moins de problèmes. Et on se serait, nous aussi, enrichis. Notre réponse... On se serait enrichis. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je me sens, c'est... Pour conclure, c'est pas évident. Je sens comme ça ne pas avoir d'appréhension en parlant, il n'en est rien. Parce que je suis attentif et en même temps fier d'être ici. Merci. Merci beaucoup. Oui, je suis assez proche de ce que vous venez de dire. Je crois qu'il y a tout un travail à faire sur le républicanisme à la française. Il ne faut pas oublier que pendant très très longtemps, la France s'est construite à partir d'une langue, un peuple. Et que, je ne suis pas très loin de la Bretagne, moi je viens d'Angers, que les Bretons ont souffert. Il était interdit de cracher par terre et de parler breton. En Occitanie, les gens ont souffert. Mais
j'étais au Bénin il n'y a pas très longtemps, quand je racontais ce qui se passait dans la région de Bretagne en France, à savoir que quelqu'un qui parlait sa propre langue, on lui donnait un signe et qu'à la fin il était puni si celui qui avait le signe était puni, eh bien mes collègues africains riaient parce qu'ils disaient c'est exactement ce qu'on a vécu. Et donc voilà, il y a eu une conception de la construction du peuple par le monolinguisme. Et donc, ce que vous dites me semble très pertinent, c'est-à-dire qu'on a mis de côté les langues en disant que ce qui permettait de construire l'unité de la nation, c'était une seule langue, et au détriment des cultures. C'est-à-dire qu'on voit très bien que ces lieux où il y a eu une chape de plomb sur les langues, eh bien, continuent à avoir une identité très forte. La Bretagne, quand il a été question du redécoupage des régions, ça a fait un bruit dans un certain nombre de lieux, mais il était de toute façon impossible de découper la Bretagne en deux, parce qu'il y a une unité très très forte, même s'il y a des débats autour de Nantes, est-ce que c'est en Bretagne ou pas en Bretagne, mais on voit bien que pour la Bretagne classique, si je puis dire, c'est très très fort. Et justement, il y a tout ce rapport à la langue. Alors moi, je suis très proche de ce que vous dites, parce que je pense en effet qu'on fonctionne sous le mode de l'assimilation, à savoir on ne reconnaît pas, alors comme le dit Youssoufa, on ne reconnaît pas les communautés, mais l'individu comme étant une pure entité abstraite. Et à partir de là, on pense que les jeunes issus de l'immigration ou héritiers de l'immigration, je préfère, c'est plus positif de dire ça comme ça, parce qu'il y a un vrai héritage, eh bien, vont s'intégrer, comme on dit, plus facilement si au contraire ils lâchent tout ce qui est en arrière pour être vraiment du côté de l'apprentissage de la langue française, etc. Or, c'est faux. Vous pourrez, si vous voulez, en effet compléter, et je pense que c'est faux parce que justement ce qui permet de construire son identité, c'est de faire le lien avec aussi le patrimoine qu'on a reçu. Autrement, il y a des jeunes qui, moins maintenant, mais quand même, beaucoup en France, parlaient une langue quand ils arrivaient chez eux à la maison et puis parlaient une autre langue quand ils étaient en France. Et on aurait très bien pu, en effet, valoriser aussi leurs compétences, parce que parler deux langues, c'est une grande richesse. Et c'est ce que dit aussi Édouard Saïd, ça peut contribuer aussi mais en France, on est très frileux. Je vois même pour l'apprentissage des langues, voyons combien d'années on a pu tous faire d'anglais et la difficulté qu'on a à discourir en anglais parce qu'on est frileux. Et quand certains disent il ne faut surtout pas faire une langue étrangère en maternelle ou en primaire, parce qu'on dit les enfants, il faut d'abord qu'ils maîtrisent leur propre langue avant d'apprendre une autre langue, c'est une méconnaissance aussi du processus linguistique. Il suffit de discuter avec des familles mixtes pour voir que justement ça donne un enrichissement et des modes d'ouverture à l'autre qui sont tout à fait stimulants. Donc je suis assez proche de ce que vous dites en effet, l'ouverture linguistique. Oui. Ça me parle ce que vous dites, parce que moi j'ai appris l'histoire de France, celle dont je parlais. Peut-être le micro pour que les autres personnes entendent. Et ce n'est pas à l'école, ce n'est pas sur les bancs d'école que j'ai appris cette histoire de France, de la Bretagne comme de bien d'autres régions de France, qui avaient évidemment des problèmes avec leur langue, la langue bretonne, qui était, ils étaient quasiment poursuivis, voire parfois emprisonnés et condamnés. Il parle de l'Inquisition peut-être. Peut-être qu'il parle de l'Inquisition. Mais cette histoire de France, je ne l'ai pas apprise à l'école. C'est dans les livres. Parfois, pour ce qui est de la Bretagne, de breton, de l'Espagne ou de la France catalane, catalan, comprenez ? C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter. Et quand on ferme la porte à une autre langue, on se limite, on en paie le prix, un jour ou l'autre. Et les gens qu'on a fait venir, qui ont presque, je dirais, dans leur sang cette langue, quelque part,
on ne tient pas compte qu'ils sont déracinés et on leur demande d'apprendre la langue du pays d'accueil. Alors c'est bien beau, moi je suis le premier à concevoir qu'il faut d'abord se mettre à l'écoute de celui qui nous ouvre la porte et qui nous accueille. Mais l'autre aussi doit nous dire maintenant, parle-moi de toi. Il y a deux questions, il y a monsieur Alors, Olivier, aussi. monsieur aussi. On va essayer de faire tourner le... Oui, il y a un micro qui a disparu finalement parce que... Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention qui était très intéressante. Au début de votre discours, vous avez parlé d'une minorité qui n'a pas de parole. C'est ce qu'on ressent, en fait, c'est ce qu'on voit. Et après, vous avez parlé de vos recherches qui étaient très intéressantes, la philosophie sociale, et vous n'avez pas parlé des résultats de votre recherche sur ce phénomène dans la société qui se passe. L'absence de la parole de la part d'une minorité. Et je voudrais savoir c'est quoi justement les résultats de votre recherche sur ce phénomène. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi ils n'ont pas de voix? Est-ce que c'est la majorité, c'est le pays qui les empêche de parler? Est-ce que c'est eux qui ne veulent pas parler? C'est quoi? Et je pense que c'est une question très importante qui doit être répondue. Pas justement ici, mais je pense par le gouvernement, par les intellectuels et les autres. Merci beaucoup pour votre question et il faudrait certainement prendre vraiment le temps de se poser et peut-être d'entendre les différentes personnes concernées sur pourquoi on n'entend pas leurs paroles. Il y avait j'ai évoqué à un moment donné Spivak, qui était une philosophe indienne, qui avait écrit un livre il y a quelque temps, qui s'est devenu un livre, mais c'était un petit article, et qui a circulé partout dans le monde, qui a été commenté, qui s'appelle les subalternes peuvent-ils parler, ou on pourrait traduire les subalternes peuvent-elles parler. Et en effet, je crois que c'est la question, c'est pas simplement qu'ils parlent, mais c'est qu'ils soient entendus. Et très souvent, ce que je remarque, parce que j'étais il n'y a pas très longtemps dans un colloque avec des universitaires qui croisaient avec des personnes du quart-monde, et ce que je faisais remarquer, c'est que très souvent on veut écouter les gens uniquement du côté du discours, du récit, du fait de raconter. C'est-à-dire que les gens racontent ce qui ne va pas, ce qu'ils vivent, ce qu'ils souffrent, ce dont ils souffrent, etc. C'est déjà une étape importante, mais ce n'est pas suffisant à mon avis. Il faut aussi entendre que les gens, de par leur existence, qu'ils soient du quart-monde, qu'ils soient issus de l'immigration, qu'ils soient dans des quartiers populaires, ont aussi une expertise sur notre société. Des films comme De l'autre côté du périph' de Bertrand Tavernier le montrent très bien. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers populaires et qui ont une capacité d'analyser la société dans laquelle on se trouve. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de notre monde que l'on ne comprend pas si on ne se met pas aussi à l'écoute de ces personnes-là. Alors, pour répondre à votre question, moi j'ai le sentiment qu'on est encore dans ces logiques d'expertise où il y aurait ceux qui savent, qui sont les techniciens, les spécialistes, et qui, eux, ont le savoir. Et puis ceux qui subissent la situation, qu'on dit quelquefois des usagers. Mais je crois que c'est en train de bouger. Par exemple, un certain nombre de lieux en France, je crois qu'il y en a eu 70, sont des lieux où se pratique la co-formation. Alors je le dis par rapport aux personnes en situation de pauvreté, mais ça peut bouger à d'autres niveaux. Eh bien, je l'ai vu sur Angers, j'en ai été témoin sur Angers, mais ça s'est fait dans d'autres endroits, où des gens qui sont par exemple des cadres de collectivités territoriales, qui sont chargés par exemple de faire des rapports sur des familles par rapport à faut-il retirer l'enfant ou pas, donc qui sont des dossiers très très graves, qui travaillent avec des personnes directement concernées, des familles du quart-monde, et qui travaillent à faire ensemble une formation pour justement gagner en pertinence au niveau du public, entre guillemets, que rencontrent ces professionnels. Et donc, dans plein d'endroits actuellement, on commence à prendre en compte la compétence des gens qui le vivent vraiment. Pas simplement, je dirais, des experts, des sociologues, des techniciens qui viennent et puis qui recueillent ce que les gens veulent dire et puis qui disent voilà ce que vous pensez,
mais prendre en compte la parole des gens, pas simplement dans ce qu'ils racontent, mais dans leur capacité aussi à argumenter. Je vois, il y a un doctorat dans l'université où je suis, qui est un doctorat sur plusieurs universités en convention avec des universités internationales, enfin 3 universités, notamment le Québec, le Liban et le Brésil. Eh bien, il y a une doctorante qui a vécu une longue maladie pendant 15 ans, donc une grave maladie, et qui maintenant est considérée comme experte. C'est-à-dire que c'est l'expertise de la personne qui a été malade et qui a subi en quelque sorte les soins, qui a rencontré les médecins et qui maintenant vient conseiller les médecins et les services soignants sur comment on se comporte, comment on travaille avec des personnes qui sont en grande fragilité parce que justement elles sont gravement malades. Donc il y a une expertise de la personne concernée. Ce qui se fait par rapport à des personnes en grande pauvreté ou par rapport à des personnes qui sont malades mais qui refont une formation et qui deviennent experts dans leur domaine, peut se faire et devrait se faire aussi par rapport à des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui vivent dans des quartiers populaires et qui ont aussi une expertise sur notre société. Et donc ils peuvent apporter, et je crois que ce qui est important, ce n'est pas simplement en termes de quelle solidarité vis-à-vis de ces personnes-là, mais comment ces personnes-là peuvent aussi aider notre société à progresser et à devenir plus humaine d'une certaine façon. Merci beaucoup. J'avais une remarque par rapport à l'emploi du terme arabe et musulman. Après, je crois qu'en fait, parfois on a tendance à utiliser ces deux noms comme des synonymes. Oui, alors que ce n'est pas le cas, bien sûr. Et même aujourd'hui, j'en entends plus, par exemple, les orientaux, les arabes, les musulmans, ils ne sont pas des synonymes. Et je pense que c'est un discours totalisant parce que, comme vous avez dit, en fait, les arabes sont minoritaires dans l'islam. On dit qu'on essaye de dire que voilà, c'est les arabes sont des musulmans, les musulmans sont des arabes. C'est faux. Oui, c'est faux. Tu as aussi des gens qui sont arabes et ils ne sont pas musulmans. oui, justement. Oui, c'est ce que dit le monsieur, oui. Tout à fait. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont juifs, et vous n'êtes pas obligé d'être. Oui. Oui, pardon. Il y a une Oui, diversité dans le monde musulman, comme vous avez dit, et puis j'aimerais qu'en fait on parle de cette diversité, et que le monde musulman est aussi, c'est pas homogène, c'est pas justement les terroristes qui viennent faire un. Je pensais que l'islam c'était une religion d'amour, de respect, de tolérance. Voilà, c'était une remarque. Oui. Merci à vous. Donc on a encore du temps pour 2 questions, monsieur, et puis vous aussi. Merci. Alors vous avez parlé des preuves de communautarisme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la nation peut paraître divisée entre beaucoup de cultures, religions différentes. Et donc dans ce contexte où la culture française traditionnelle est elle-même diluée depuis 1945 et par exemple le plan Marshall par une américanisation de sa culture, et où donc on peut avoir le sentiment que la culture française se perd dans une mondialisation, une globalisation à la fois des valeurs, des modes de consommation, des pratiques, des traditions, par exemple la façon de manger, ou la façon de s'habiller, les programmes qu'on va regarder à la télé, etc. Donc où il y a déjà une grosse acculturation en fait qui vient pas forcément comme est beaucoup dénoncé aujourd'hui par exemple par le Front National d'un islam qui vient de perturber les codes à la française. Et bien donc dans ce cadre-là, je trouve que c'est intéressant de parler des langues étrangères qui pourraient être apprises à l'école pour donner plus de place aux différentes cultures, aux différentes communautés en France. Pareil pour une approche plus élargie de la littérature. Je trouve ça très intéressant.
Mais est-ce que ce n'est pas aujourd'hui dangereux qu'il n'y ait de finalement favoriser toutes les identités, faire la promotion de toutes les identités qui peuvent se trouver en France par résultat de l'histoire, et donc qu'il n'y ait finalement plus d'identité pour personnes perdues, diluées dans une mosaïque de différentes identités, et qu'il n'y ait plus de point d'attache finalement aux constructeurs. Donc perdus dans les identités régionales, extranationales, et qu'il n'y ait plus de socle finalement pour se construire. Et donc aujourd'hui, je me demande si les politiques communautaristes des gouvernements qui font la promotion des identités minoritaires, je me demande si ce n'est pas en fait utiliser les souffrances identitaires dans le but d'un diviser pour mieux régner. Et donc, c'est dans cette optique que je me demande si, pour réussir un apaisement culturel, un apaisement, une réconciliation nationale, s'il ne faudrait pas revoir les critiques que l'on fait au modèle assimilationniste, qui propose finalement de mettre en avant la culture historique du pays et de demander aux nouveaux arrivants, aux nouvelles cultures accueillies, finalement en effet faire le sacrifice de se départir d'un héritage culturel qu'ils apportent avec eux pour embrasser l'identité finalement historique et culturelle du pays accueillant pour parvenir à une unité nationale et une communion des identités. Voilà, c'est cette question-là que j'ai un petit peu développée. Ah oui, Oui, c'est... Merci beaucoup. Oui, c'est excellent, c'est excellent. Il faudrait certainement beaucoup de temps pour répondre à votre question. Comment on fabrique du commun ? Je crois que c'est ça la question. Aujourd'hui, on a un morcellement. C'est comme si la société française était un pulse où quelqu'un avait donné un coup de pied dedans. Et alors, voilà, il y a les pièces. Et puis, certains vont dire... il y a un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, qui s'appelle « Le spectre du communautarisme », où on dit, voilà, on a peur du communautarisme. Alors, dans certains endroits, en effet, il peut y avoir un recroquevillement sur sa communauté, mais c'est parce que, justement, les gens ne sont pas reconnus. Alors, il y a une tension à trouver, certainement, comme vous dites. Si on est du côté du républicanisme, avec la conception assimilationniste, à un moment donné, il y a le retour du bâton, et les gens vont vouloir insister sur le fait qu'on nie leur culture. Si on est trop de l'autre côté, en effet, la société est pleine de grumeaux, comme une pâte qui est loupée, parce que on va avoir des petits îlots comme ça. Donc l'idée, me semble-t-il, c'est d'essayer de chercher un juste milieu entre la conception assimilationniste à la française et la conception dite communautariste qu'on trouve dans certains pays anglo-saxons, qui n'est pas évidente non plus, puisque finalement on est rattaché à une communauté, mais on ne communique pas forcément avec les autres. Et là, il y a à chercher une juste voie qui est aujourd'hui très, très complexe. Moi, je crois que vous pointez une chose qui pourrait, comment dirais-je, montrer les limites de ce que j'ai évoqué. C'est-à-dire que si on allait trop, il faut conclure, oui, si on allait trop du côté de la reconnaissance des identités, de toutes les identités, si on va trop de ce côté-là, évidemment, c'est le morcellement et on forme des îlots. Donc il y a à la fois à reconnaître cette dimension identitaire, mais en même temps prendre en compte le fait qu'il y a du commun à fabriquer. Donc la France a aussi l'histoire, une tradition, une culture qui est toujours en mouvement aussi, qui n'est pas figée, qui est en mouvement. Et donc il faut essayer, me semble-t-il, à la fois de prendre en compte les cultures diverses qui sont à l'intérieur de la France et en même temps cette grande histoire qui a été construite avec des phases d'ombre et des phases aussi lumineuses, parce que les idées de liberté, égalité, fraternité, même s'il faut bien sûr les ancrer dans le concret, restent des valeurs qui sont quand même très importantes. Merci à tous les intervenants pour cette conférence sur M. Saïd. Je comprends comme une dénonciation de l'impérialisme
colonial passé et en néo-colonial en termes de pensée, de culture, voilà. Et alors, j'ai trouvé intéressant aussi votre évocation de Nietzsche, hein, de ce passage de cet aphorisme dans les savoirs qui explique que la simple connaissance, c'est en fait, moi je comprends, enfin en tout cas de ce que vous en dites, c'est presque cette intelligence, on peut le comprendre comme une volonté de reconnaissance, et reconnaissance du même, hein, de soi. C'est-à-dire quelque part, moi je trouve que cet instinct, c'est toujours identifier ce qui ressemble à lui. Alors, ça peut peut-être expliquer beaucoup de choses. Moi je trouve en tout cas la pensée de Nietzsche, la force peut décrire beaucoup de choses dans ce qu'il dit là, voilà. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que si on se pose la question de la compréhension d'une culture autre, on parlait madame vous posez la question comment on pourrait comprendre la culture réelle, enfin de l'Orient, quelque part on peut se demander s'il ne faudrait pas, je crois quelque part l'être humain a une grande difficulté à accéder à l'autre du fait justement que cette recherche de connaissance est toujours barrée par la volonté de se reconnaître tout le temps, donc de ne pas accéder à l'autre quelque part. Donc ici il ne faudrait pas accepter la part de mystère de l'autre quelque part, et vous avez pris un exemple dans une de vos réponses, moi je trouve qu'il est parlant aussi par rapport à ça, c'est-à-dire de confier à l'autre qui vous explique ce qu'il est concrètement. C'est-à-dire, et M. Saïd, l'auteur, c'est ce qu'il fait quelque part, il explique ce qui est pour lui l'arabe, il ne demande pas l'occidental de le faire, voilà, quelque part, quelque chose comme ça. Et l'exemple que vous donnez de cette dame qui a guéri, quelque part, elle explique, elle, de ce qu'est la maladie. Elle n'attend pas des médecins, parce qu'il y a une part de subjectivité que le médecin, auquel il ne pourra pas accéder. Voilà, quelque chose de ce ordre-là, et je trouve que peut-être pour éviter le choc des civilisations et pour arriver quelque chose à une cohabitation harmonieuse des cultures, des aires de culture, c'est peut-être accepter que l'autre est différent, qu'il est mystérieux et que du coup on n'a pas, il n'y a pas une supériorité, voilà. Et bien en tout cas, si on cherche à le connaître, peut-être l'écouter en tant que vraiment sujet au sens plein du terme, et que lui pourra nous expliquer ce qu'il est. Et nous, on pourra peut-être dire ce qu'on en pense, mais au final, au début, écoutons-le d'abord. Monsieur, il y a encore une question là-bas. Est-ce qu'on la prend? Oui, mais alors la dernière, parce qu'il faut vraiment qu'on y aille après. Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre, à vrai dire, il y a plein de choses. Le contexte de l'autre? Le concept de l'autre. Oui. En fait, je me demandais, parce que Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave, je ne vais pas revenir dessus parce que sinon ce sera trop long, mais il parle d'une dialectique entre le maître et l'esclave. Fanon reprend cette dialectique et dit que ça n'a rien à voir entre le colonisé et le colonisateur, parce que le colonisé n'a pas besoin d'être reconnu par le colonisateur n'a pas besoin d'être reconnu. Donc en fait, il a besoin d'être reconnu parce qu'il estime être le maître et le colonisé, l'islam. Ce qu'un Saïd aurait pu dire de l'Orient et de l'Occident. Et en fait, ma question c'est, quelle serait la dialectique aujourd'hui entre un Français, je ne sais pas, dit de souche, et un Français, comme vous dites, héritier de l'immigration? Bon, alors déjà, il faudrait débattre. On a vraiment peu de temps. J'ai combien? J'ai 2 minutes, 1 minute. On va rendre l'antenne. Hein. C'est dommage parce que c'est très stimulant vos questions et votre question en particulier. Parce que bon, déjà, le mot souche est problématique. Parce que justement, ça fait penser, ça naturalise l'identité, alors que l'identité est un processus, est une interaction, est en mouvement. Hein. Et donc, déjà, ça me pose problème. Après, la question, c'est plutôt comment on fait fonctionner, mais je n'ai pas le temps de développer, hein, mais je vous donne comme ça comment j'essaie de penser l'articulation entre la différence, le divers et l'altérité. Et qu'à l'intérieur de ces concepts-là, il faut penser la connaissance de l'autre, la reconnaissance et l'hospitalité. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est
de penser l'hospitalité avant la reconnaissance, pour la simple raison que la reconnaissance de l'autre, c'est l'identification de l'autre, et l'identification de l'autre, c'est souvent la catégorisation de l'autre, et donc l'enfermement dans une identité. L'autre est peut-être de telle ou telle religion ou telle ou telle culture d'origine, mais je ne sais pas finalement. Peut-être que je veux reconnaître des aspects que lui ne prend pas comme étant faisant partie de son identité. C'est dans l'échange avec lui que je vais apprendre. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre le pôle sur l'hospitalité, c'est-à-dire l'accueil de l'autre, avant même de savoir ce qu'il en est. C'est pour ça que je développe cette idée, mais je n'ai pas le temps de présenter ici, d'espace de non-identification, c'est-à-dire d'espace où on se rencontre sans savoir qui est l'un ou qui est l'autre. Je prends un exemple très concret qu'on m'a rapporté, j'étais à Lyon il n'y a pas longtemps pour une conférence, eh bien, des rencontres qui se font où les gens sont autour d'une table pour des vacances ou pour un espace de parole, et ils disent « voilà mon prénom et voilà ce que j'aime dans la vie ». Personne ne sait la profession de l'autre. Et je crois qu'on a certainement à développer ce type d'espace de non-identification parce que de plus en plus, ce qui compte aujourd'hui, c'est le statut social, c'est l'appartenance à telle ou telle profession, alors qu'il faut retrouver le fait de se rencontrer comme humain tout simplement, sachant que même une personne illettrée est une encyclopédie vivante parce que son histoire, y compris dans ses galères, peut m'apprendre quelque chose de ma propre humanité. Voilà un peu comment je répondrai. Merci. Merci Fred Pochet et merci à vous pour votre écoute très attentive, très impliquée pour vos questions. Merci beaucoup.